Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Témoin avec, je le rappelle, Jean-Marc Andrieux, Laurent Fent avec vous pour Immédiat. Alors Jean-Marc, nous étions au décès de Sophie, alors que tout lui souriait, qu'elle avait fini cette prestigieuse école avec la meilleure note, la moyenne générale de tout ce qui pouvait avoir eu lieu depuis l'existence de cette école au XVIIIe siècle. Donc, première question, c'est comment est-ce que tu as vécu ce décès, sachant que tu m'avais dit hors antenne qu'au moment où est survenu l'accident, tu as su, alors que tu étais en voiture, me semble-t-il. Au moment de l'accident, je suis dans un magasin à Grenoble, de la chaîne dont je faisais partie, et une des secrétaires m'appelle, et oui, dans ce magasin, au bout d'un moment, dans le courant c'était entre midi et 2, oui, je ne sais plus exactement à quelle heure, j'ai eu la sensation profonde qu'il venait de se passer quelque chose de grave, mais je n'avais pas je ne savais pas ce que cela pouvait être, mais c'était grave, c'était quelque chose qui allait être. J'avais ce sentiment qui allait impacter ma vie, mais je ne savais pas si je venais de perdre mon travail, au fond, ou si quelqu'un parlait. Je ne voyais pas à quoi c'était lié. Très profond. On dira 7, 8, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai un peu perdu la notion de temps aujourd'hui. Une secrétaire m'appelle, me dit on vous demande au téléphone. Je prends le téléphone et j'entends ma mère qui me dit il faudrait que tu descendes plus tôt, Sophie est à l'hôpital. Et là, à cet instant-là, je sais qu'elle est morte. Il n'y a aucun doute. Je dis rien, je dis que je vais monter sur la voiture et puis je vais rentrer, quoi. En gros, j'ai 400 km à faire. Je raccroche. Et là me vient une idée, je me dis, c'est simple à vérifier ma pensée. J'appelle la gendarmerie de Sorèze et au lieu de demander aux gendarmes si elle était décédée ou non, je lui dis, pourriez-vous m'indiquer à quelle heure, je suis le papa de Sophie, pourriez-vous m'indiquer à quelle heure a eu lieu l'accident et le décès? Et il me dit, voilà, elle est décédée à telle heure, inscrite, décédée à telle heure. Donc pour moi, ça y était, j'avais la confirmation. Là, comme je l'ai dit, comme on en a parlé, j'étais un petit peu zombie, un petit peu ailleurs. Mais il n'y a pas eu de larmes, il n'y avait pas cette envie de. Comme je l'ai dit, elle était décédée, oui, mais il était impossible qu'elle ait disparu. Ça, c'était. Dans mon esprit, c'était catégorique. Je me demandais comment j'allais pouvoir, encore une dernière fois. Mon but était d'avoir quelques mots avec elle, quelques phrases, pour se dire au revoir, quoi, en fait, tout simplement. Et ça m'embêtait. Alors je me rappelle tout le long du voyage, je suis descendu à une espèce de brouillard, j'ai pris l'autoroute, je me rappelle d'arbres qui passaient à droite, à gauche pendant que je roulais, mais j'ai pas vu la route en fait. Par contre, j'ai passé mon temps à négocier avec, et je ne peux pas dire avec qui, je n'en sais rien, ça me paraissait tellement évident que dans ma tête c'était tu me laisses un quart d'heure, une demi-heure avec Sophie, et moi je te donne tout ce que j'ai, tout. Je le donne au pauvre, à n'importe ma maison, tout, cadeau. D'ailleurs, on n'en parle plus. J'avais envie de ce petit quart d'heure ou cette demi-heure d'intimité. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin. Bon, je suis arrivé comme ça jusqu'à Revel. Et évidemment, on m'a accompagné. Là, la vérité s'est sue tout de suite, puisque je la connaissais. On m'a fait voir dans quelle chambre on l'avait mise. Je suis monté à la chambre. J'ai vu effectivement Sophie qui était sur le lit. Évidemment, il y avait un choc ici qui avait été caché par quelques pansements. Et évidemment, elle était décédée, mais je suis resté très très peu de temps parce que pour moi, oui, c'était son corps, mais c'était pas elle. C'était pas elle. Voilà. Alors, elle avait 19 ans, toi t'en avais quel âge? Alors moi j'en avais 40. Et elle avait 18 ans et demi à ce moment-là, et donc j'ai essayé de comprendre, je suis allé dehors, je suis rentré comme tout le monde peut-être fait, hein, une fois, deux fois, essayer de... Qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'a pas touché outre mesure. Comme j'ai expliqué,
le soir est arrivé et je voyais des gens qui venaient de droite, de gauche, qui me prenaient dans les bras, mon pauvre, ceci, cela. Elle était assez connue, puisque je l'ai dit, elle était vestiaire dans la discothèque, donc il y avait, quand les gens ont appris ça, évidemment, ma mère était très connue, mon frère était très connu, donc du monde. Et, d'ailleurs, nous reparlerons de cet instant-là un peu plus tard, pour autre chose. Et le soir arrive, et je pense que ma mère, par politesse, les chambres à l'hôtel, il y avait un couloir, et les chambres sont côte à côte, évidemment, et elle a pensé, bon, ce jour-là, peut-être de me mettre à la pièce qui était juste à côté. Les lits donnaient, la tête de lit donnait d'un côté, et la tête de l'autre donnait là. En fait, en réalité, si on enlevait le mur, on était à 20 cm. Mais ce soir-là, comme j'ai expliqué, dans l'hôtel, quelqu'un a laissé un livre qui compte l'histoire de jeunes rugbymen qui ont eu, dont l'avion a percuté la montagne au Chili, l'Himalaya, au Chili, la cordillère des Andes plutôt. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, excuse-moi Jean-Marc, sur Immédiat, vous avez les séances prenantes, dont le film documentaire qui a été réalisé sur cet événement, donc de cette équipe de rugby professionnelle qui est partie, je ne sais plus si c'était de Colombie, Bolivie, Chili. Et donc il s'est craché dans la cordillère des Andes et qui est resté, je sais pas, c'était 2 mois et demi, 3 mois. Oui, tout l'hiver. Donc à voir, c'est magnifique, le documentaire vous pouvez le retrouver, fouillez sur Immédiat, vous allez avoir dans les séances prenantes l'affiche, c'est l'affiche d'un avion qui survole des montagnes. Voilà pour la petite histoire, donc il y a un livre qui a été écrit et c'est ce livre-là que tu lis toute la nuit. Toute la nuit, voilà, je vais aller jusqu'au bout du livre et je le termine, en gros il est 6h30, 7h du matin. Et évidemment, j'ai pas dormi puisque j'ai passé mon temps à lire. Et ce livre je peux le rajouter, est extrêmement captivant. Je me suis retrouvé dedans. C'est une expérience qui est complètement incroyable. Folle. Et évidemment, comme je n'ai pas dormi, peu de temps après, tout a commencé à se réveiller autour de moi. Tu es bien fatigué, etc. Et je n'osais évidemment pas dire que t'avais pas dormi. J'avais pas dormi parce que je lisais, mais c'est pas tellement parce que j'avais porté ton deuil. Hein. Pour porter mon deuil. Et en fait, là, bon, écoute, là, la journée a quasiment disparu de mon esprit parce que il y a une chose aujourd'hui que je trouve difficile à expliquer et difficile même. Oui, j'ai à expliquer. Je trouve il est important qu'aujourd'hui, il y ait une connaissance de ce qui se passe au décès, de ce qui se passe après le décès, de ce que sont les phases de la vie, à quoi sert la vie, et la multitude de questions que se posent un grand nombre d'entre nous. Il y a des réponses maintenant, et je pourrais en donner quelques-unes, qui feront que le deuil doit être vécu différemment. Il faut savoir que pour une personne qui disparaît, les pleurs de ceux qui sont ici le touchent droit et peut même lui occasionner quelques soucis, entre autres. Le message on y reviendra plus pleinement tout à l'heure, mais le message principal qu'ils envoient, c'est ne pleurez pas, nous ne vous avons pas quitté, nous sommes à côté de vous, je vous prends par l'épaule et vous ne me sentez pas, je vous parle à l'oreille et vous ne m'entendez pas. Voilà. Et quand on a cette conscience, eh bien, on les aide et on s'écarte un petit peu de ce fardeau qui nous arrive ce jour-là, qui sont les amis, la famille qui vous prend dans les bras pour vous dire « Oh mon pauvre » ou « ma pauvre » ou ceci, cela, et qu'est-ce que vous devez avoir de la peine. Et en fait, vous n'en avez pas, ils sont en train d'en fabriquer, d'en créer. Voilà, donc cette journée se passe, l'enterrement a lieu, comme c'était un accident, il a lieu assez rapidement, hein, donc le surlendemain. Il n'était pas prévu d'accident, j'étais jeune, j'habitais, à ce moment-là je n'habitais plus à Revel, ça y est, j'avais regagné Perpignan, où j'habite maintenant, et je m'excuse, là je viens d'avoir un petit trou, oui, le lendemain se passe, donc on a une famille très généreusement nous propose, écoutez, ils avaient perdu eux un enfant 2 ans plus tôt.
je connaissais très très bien, un accident dramatique également. Et cette personne, comme on était très proche, nous a proposé de mettre le cercueil dans ce caveau. Très rapidement, on va faire un caveau et il va se passer une chose qui m'amuse aujourd'hui, c'est que le jour du transfert d'un caveau à un autre caveau, qui doit être effectué par les pompes funèbres, avec une autorisation tout à fait spéciale, ça s'est produit vers 11h midi moins le quart, 11h30, midi moins le quart. Ils avaient oublié quelque chose. Alors ils ont sorti évidemment le cercueil d'un caveau, ils l'ont amené proche de l'autre, prêt à être mis dedans. Mais il fallait qu'ils enlèvent, il y a la plaque, ils n'avaient pas de quoi enlever, il était gros, il fallait des outils pour enlever cette plaque. Et ils sont partis les chercher. Et je ne sais pas ce qui s'est produit. J'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, il n'y avait personne qui revenait. Je me suis assis là, j'avais nul autre endroit pour m'asseoir sur le cercueil. Et en fait, je peux dire que c'est la seule fois là où j'ai commencé à discuter avec Sophie qui était en dessous. Lui dire, ouais, tu te rends compte dans quel état il nous laisse là, tranquille. Puis j'avais faim. Et en fait, ça doit arriver à peu de familles. J'avais hâte qu'on mette le cercueil dans un caveau, ce qui est, je pense, extrêmement rare. Donc, à 2h de l'après-midi, avec de monumentales excuses, en m'expliquant ce qu'ils ont bien voulu m'expliquer, je ne sais pas si c'était la vérité. Enfin bon, le cercueil a été mis là, on a refermé, et puis ça s'arrête là. Je vais revenir maintenant un petit peu en arrière pour parler de ce qui a été l'enterrement. Sophie était donc dans une école semi-militaire, semi-religieuse. L'école a décidé à ce moment-là d'envoyer un bus de Sorèze jusqu'à Revel chargé d'élèves de l'école en habit militaire, enfin semi-militaire, puis c'est une école, ils avaient un habit marine, etc. Et ils font une haie d'honneur dans l'église avec cette masse et ils ont demandé aux pompes funèbres l'autorisation de eux-mêmes porter le cercueil à l'épaule. L'autorisation leur a été donnée et bien ils vont donc rentrer avec le cercueil va rentrer avec 6 porteurs et ils ont à cette école ils avaient je sais pas si on peut appeler ça, c'est une fanfare un peu améliorée, je sais pas quoi, et qui va jouer pendant ce temps-là et donc la marche funèbre et ça, je vous assure que c'est très impressionnant. Mais je ne me fais toujours pas l'idée. Je suis en train d'assister à un magnifique spectacle en l'honneur de quelqu'un que j'aime, qui est Sophie, mais elle n'est pas morte. C'est impossible, j'arrive pas à m'y faire. Certains pourraient dire que tu étais dans le déni. Non, c'était pas le déni, quelque part, que quelque chose ou quelqu'un disparaisse me paraissait illogique. Alors c'est là où je voudrais préciser pour les internautes que tu fais la distinction, les termes sont importants, entre disparaître et mourir. Oui. Et tu nous diras, on reviendra dessus, mais on peut déjà, je pense, en parler, qu'il est important de considérer pour toi que la peur qu'ont les gens de mourir, et donc la peur de vivre, est due au fait qu'ils ont peur de disparaître. Et disparaître, c'est-à-dire le néant. Voilà. Le vide intersidéral n'existe plus. Or, la mort, ce n'est pas disparaître, c'est naître à autre chose. Tout à fait. Et pour toi, tu as cette certitude que ta fille est née à autre chose, elle n'a pas disparu. Voilà. Donc que tu n'es pas affecté par le deuil qui pourrait prendre la plupart des gens, et que pour toi, c'est saugrenu. Ce qui est étonnant, c'est que encore une fois, il ne s'agit pas de déni, que c'est ta conception spontanée ou compréhension des choses ou de la vie qui est là présente, et que pour toi c'est inné, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant jamais tu y avais été confronté. Pourtant tes grands-parents, ils sont toujours en vie à ce moment-là? Non, ils sont décédés. J'ai vu mon grand-père dans son lit de mort, j'ai vu ma grand-mère. Et ta réaction était la même? Oui, mais j'ai pas pleuré. On m'a répété plus tard, quand mon grand-père est mort, j'avais 9 ans et demi, il y avait tous les enfants qui étaient réunis autour de son lit en train de pleurer, et paraît-il que j'ai dit
foutez-lui la paix, vous n'avez pas quelque chose dans ce genre, vous me l'a répété, je comprends pas pourquoi vous êtes en train de pleurer. Et il paraît que j'avais quitté la pièce et que j'étais parti. Voilà. Donc je dois avoir cette conscience depuis pas mal de temps. Donc, tu reviens sur l'enterrement, en tout cas à l'église. À l'église, donc. Et puis ensuite, donc, la cérémonie se passe. Je ne vais pas parler de mes idées sur les façons d'organiser ce genre de choses. Il y a une très très belle sortie, de nouveau tous. Et là, par contre, je suis surpris parce que l'autorisation a été également demandée de porter le cercueil à travers les rues de l'église jusqu'au cimetière, ce qui là était déjà beaucoup moins fréquent. Et donc, ils vont les porteurs, et derrière, évidemment, le cortège de l'école, hein, et derrière la foule, on se dirige à travers les rues c'était pas très loin, hein, il y a 2 rues à passer, enfin 2 rues assez longues à passer. Et donc, on se dirige en musique jusqu'au cimetière. Il y avait dans cet acte un respect de cette équipe de jeunes qui était magistral. Je sais pas. C'était majestueux, voilà ce que je veux dire. Il y avait du cœur, en fait, il y avait une harmonie. Le mot harmonie, c'est malheureux à le dire pour un décès, mais il y avait de l'harmonie. Voilà. Donc, un souvenir impérissable. Le lendemain, le lendemain, non, il se passe. L'école me demande de me rendre. Enfin, on me demande de me rendre à son école. Il y a là une très grande chapelle. Elle fait pas loin de 1000 places, je crois, parce qu'ils sont très nombreux, les élèves, dans cette école, et tous y rentrent. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le bas, et tout autour, il y a des balcons. Oui, balcons. Et là, l'aumônier de l'école, tous les élèves doivent être présents de l'école. Et je suis reçu comme un prince. Pareil, de nouveau, musique, etc., etc. Et là, cet aumônier va parler de Sophie. Et il est évident que c'était élogieux. J'ai l'impression que j'étais ailleurs, un petit peu comme si j'avais été la reine d'Angleterre. Tu vois, quelque chose dans ce style. J'étais moi, pas moi. J'étais un peu confus parce que je trouvais... En fait, à la limite, je le trouvais trop grandiose. Je voyais... Oui, un peu trop cinéma, quoi, quelque part, un peu trop surréaliste. Voilà, un peu trop surréaliste, voilà. Oui. Pour moi, cet acte aurait pu être beaucoup plus simple. C'était joli. Je ne peux pas dire c'était très beau, mais voilà ce que je voulais expliquer, c'est que, à mon avis, et on en parlera donc plus tard aussi, et je crois qu'on y reviendra, on n'a peut-être pas besoin, quoique, je vais dire là, que plus tard, j'apprendrai que la défunte était contente. Donc, voilà, tout le monde est, de ce côté-là, est rassuré. Donc immédiatement, à cette époque-là, il fallait que je reparte immédiatement travailler, donc j'ai repris mes activités, et on peut dire que je n'y pensais plus, hein, c'était mes activités très 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 prenantes, j'étais sur la route, hein, enfin bon. Et là, le temps va passer, et en 1993, début 93, je me suis senti pris dans, on pourrait dire une mini déprime. Hein. Donc c'était combien de temps après le décès de ta fille? Donc c'était 2 ans et demi, pas loin de 3 ans après le décès. Une mini déprime, mais je ne savais pas trop pourquoi, hein, déprimé. Je faisais pas le lien, il n'y avait pas de pensée forcément avec elle, mais je me sentais un vague à l'âme, hein, c'était bon. Au bout d'une quinzaine de jours, ça n'allait pas mieux. Je demande à ce moment-là, je demande à l'entreprise où je travaillais s'il n'est pas possible que je prenne un arrêt de travail. Un petit arrêt de travail de 8 jours. On me l'accorde, ça va pas mieux. On me dit, écoutez, essayez peut-être un peu plus, 15 jours, 3 semaines, mais il ne faudrait pas que ça dure 107 ans. Quoi. Enfin, on ne m'avait pas dit directement, mais j'avais une situation qui ne me permettait pas trop d'être absent. Et là, par contre, en plus, ça y allait. En plus, je m'embourbais dans ce vague à l'âme. J'avais vraiment pas envie de travailler du tout. J'avais pas envie d'être en contact. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de... Je sais pas. C'est difficile à expliquer, hein, ce genre de situation. Beaucoup l'ont vécu et donner des explications, c'est compliqué. Et là, nous arrivons au mois d'avril de la même année. J'ai toujours pas repris le travail.
Et pour m'occuper, j'ai décidé de monter un petit cabanon en parpaing, pas très grand, hein, mais parpaing, avec une porte, un toit en tuile, enfin j'ai essayé de faire quelque chose de joli. Et quand on monte des parpaings, il y a un acte mécanique. On prend des parpaings, on met du ciment, on met un parpaing, on met du ciment, on met un parpaing. Au bout d'un moment, comment dirais-je, l'esprit n'est plus au travail. Je ne pourrais pas dire qu'il vagabonde, mais je dirais il n'est plus, puisque c'est devenu des mouvements automatiques, répétitifs. Et à un moment donné, là, j'entends la voix de Sophie. Sur le coup, je pense que c'est ma pensée. Je pense que c'est moi. Mais je me laisse porter. Je me laisse. Et là, on commence à me dire, alors, tout va bien, il est joli ton cabanon, il va être très très beau. Enfin, je ne me rappelle plus exactement maintenant de toutes les phrases qu'on me dit, mais c'est une petite conversation qui s'engage. Tout à fait banal, amical, comme quand on est en train, justement, quand on est côte à côte et qu'on est en train de parler du truc, là, de choses, enfin du cabanon, ouais, on parle du cabanon. Alors, si on commence à me dire, et pour ton travail, des choses comme ça, puis tout d'un coup, blouf, je sors du... Tu reviens à toi. Je reviens à moi, et je me dis, mais attends, est-ce que tu étais normal là Pourtant, c'était complètement sa voix, mais on peut pas dire que c'était quelque chose qui ressemblait, c'était identique. Je commence à me dire, mais où tu as reçu cette... ça parlait où? Et là, j'arrivais plus à situer. J'ai dit, non, c'était pas les oreilles. Et là commence ma grande interrogation, c'est d'où je percevais cette voix. Pendant un petit moment, j'arrive à la mettre ici. Bon, je laisse tomber parce que je me suis dit, allez, c'est toi qui est en train, tu déprimes, et puis voilà, tu es en train de... Faire tes films. Voilà, tu fais tes films. Donc ce jour-là, je rentre. Oui, je rentre. Non, oui, il va se passer en gros 2 heures. Puis là, je rentre. Et en rentrant dans la maison, j'entends « Papa ». J'ai une maison avec une partie chambre qui est au bout d'un couloir, au fond, là-bas. Et j'ai une autre fille, donc, que j'expliquais, qui est née, qui s'appelle Lucie. Et elle a une chambre qui est au fond, ça venait de cette direction. Je me dirige, comme elles avaient une petite ressemblance de voix toutes les deux, je me dirige vers le fond du couloir, je rentre dans la chambre, personne. En allant là-bas, je passe devant une pièce qui sert de dressing, où il y avait mon épouse qui était en train de repasser. Et je sors de là, je vais la voir, je dis, tu pourrais m'indiquer où est Lucie, elle vient de m'appeler. Et elle me dit, mais Lucie, elle est à l'université. Ah. J'ai dit, attendez, c'est une blague. Enfin bon, sur le coup, je laisse tomber et je repars de l'autre côté au salon. J'arrive au salon à nouveau, papa. Je repars à nouveau dans ce couloir, je reviens au fond et là je me mets à chercher sous le lit, j'ouvre les portes de l'armoire, enfin tout. On est en train de me faire une plaisanterie, je cherche, je vais voir mon épouse, je dis écoute là, ça fait 2 fois maintenant, je dis où est Lucie? Elle me dit je t'assure, elle n'est pas là, elle est à l'université. Et là, à gauche, il y a une armoire pour ranger du linge, un petit truc Ikea blanc avec des portes tout à fait normales, hein, classique avec une petite serrure gadget, et la porte s'ouvre. Devant ta femme et toi? Oui, c'est-à-dire que moi, je me souviens, l'armoire était ici, côté gauche, je regarde la porte, mais j'étais tellement préoccupé, moi, avec cette histoire de papa, je referme la porte. Je me remets à discuter d'arrêter la plaisanterie, où est-ce qu'elle se cache. Je me dis, s'il y a un jeu, je participe, dites-moi. Et la porte qui se réouvre. Bon, je la referme. Et Edith ne dit rien quand elle voit ça? Non, mon épouse est toujours très... Laisse faire. Ah bon? Oui. Elle se pose pas de questions par rapport à ça? Non. Purée. Non, elle me regardait, évidemment. Elle me regardait en étant étonnée. Mais ça va pas au-delà. D'accord. Mon épouse ne s'exprime pas, ne dit pas des phrases s'il n'y a pas l'obligation de les... On est un petit peu à l'inverse là-dessus. Et donc je referme la porte, et par contre, même si la clé ne sert pas à grand-chose,
je tourne la clé. Et là, à peine je me suis remis devant elle, cling, la clé tourne et la porte se réouvre. Je commence à pas comprendre trop ce qui arrive. Je me redirige vers le salon. Je sais plus si cette nuit ou une nuit suivante, je vais m'apercevoir qu'au salon, je me lève dans la nuit pour aller boire un verre d'eau et il y a 6 interrupteurs pour allumer toutes les lumières qui se trouvent dans le salon. On les allume jamais, 6. Et là, toutes les 6 boutons, toutes les lumières allumées. Je les éteins, je dis le lendemain, tu diras à Edith qu'elle arrête ses plaisanteries, qu'il ferme les lumières. Je me relève, je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu une petite... Je crois que même sur le coup, j'ai oublié de boire, que je retourne au lit. Et puis je me dis, ah mais non, t'as pas bu, je me relève pour y retourner, boum, les lumières à nouveau allumées. Là, je les rééteins. Là, je comprends pas trop ce qui est en train de se passer du tout. Étant contre tous les phénomènes de voyance, contre toutes les personnes qui racontent qu'elles discutent avec des esprits, tout ce qu'on veut, l'idée ne t'effleure pas. Ne m'effleure pas. Pour toi, tout ça, c'est de la foutaise. Non, il y a quelque chose que je comprends pas. Alors, il se passe une chose, c'est que j'avais entendu parler... Mais, voilà, quand je te dis, pour toi, c'est de la foutaise, c'est-à-dire que tout ce qu'on a trait à... Tout ce dont on parle quand on parle de médiumnité, de voyance, de parapsychologie, classé comme terme, tout ça pour toi n'existe pas, tu n'y crois pas? Non, parce que j'ai une raison. Ma mère s'est faite embobiner par des gens, et ça se voyait, c'était gros comme ça. Et donc, en fait, j'avais fait un rejet, on rejette tout. Et oui, et donc je vais me recoucher à nouveau. Le lendemain, la journée se passe à peu près normalement et le soir, j'avais décidé, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de compte, et je vais pour prendre mon chéquier, pas de chéquier. Il était 11h du soir, oui 11h du soir. Je vais voir mon épouse qui était couchée, qui dormait d'ailleurs. Je la secoue, je dis écoute, vraiment je voudrais savoir où est mon chéquier. Elle me dit demain tu vas pas m'enquiquiner maintenant. Et bon, au bout d'un moment j'insiste, elle se lève, effectivement elle me dit, elle va au salon, elle ouvre le vestiaire, elle prend son sac, elle me dit ah oui tiens, je m'en ai été servi, je l'avais pas remis à sa place, tiens voilà le chéquier. Et là à ce moment-là j'entends une voix qui me dit dis-lui qu'elle reste là. Alors je lui dis, est-ce que tu peux rester là? Je lui dis pas qu'une voix me dit qu'elle peut rester là. Je lui dis, est-ce que tu peux rester là? Elle me regarde, elle attend. Et là j'entends, est-ce que vous pouvez vous asseoir à table? J'ai dit, est-ce que ça t'ennuie là, quelques secondes? On se met en général face à face. Elle s'assoit, elle pense à moi, je me mets en face, je m'assois. Et là je la vois qui part. Et là, on rejoint un petit peu ce qui se passe dans Gita Malas, que beaucoup de gens dialogue avec l'ange connaissent. Là, il y a des cas énormes. Il y a une cour au miracle, il y a l'enseignement de l'esprit. Enfin, il y en a. Le cas est connu. Je fais pas de descriptif parce que c'est connu. À part pour ceux qui, à part ici, il faut absolument. Mais enfin, il y a rien d'extraordinaire. Boum, et la personne se met effectivement. Il y a Maggie Lebrun avec Daniel également. Je cite tous les cas. Et la personne se met à parler. Voilà. Et là, à partir de là, commence, première chose, qu'on me dit, la toute première chose, c'est tu ne retravailleras plus jamais. Donc, alors, non, excuse-moi, parce que je me mets à ta place. Tout ça, tu n'y crois plus, ou pas. Dans le doute, tu dis à ta femme, donc, attends, reste là un instant. Bon, ok. Va t'asseoir, ok. Là, tu vois ta femme, dans les secondes qui suivent, comme s'endormir. Est-ce que quand elle, entre guillemets, elle se met à parler, est-ce que tu penses que c'est encore Edith qui parle, ou est-ce que tu dis il y a un truc qui se passe là, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Est-ce que pour toi il y a la notion de transe, enfin qu'est-ce que tu... Alors effectivement, là je m'aperçois qu'il y a une anormalité, mais il y a quelque chose à ce moment-là quelque chose qui me dit là tu es en train de vivre quelque chose de... Je sais pas le mot. Je laisse faire. Je sens qu'il est en train de se passer quelque chose qui bouscule tout. Donc je prends ce genre, peut-être maintenant qu'on se connaît depuis hier, je prends souvent cette position de spectateur et je me mets et j'y crois dès qu'elle parle, qu'elle dit papou,
puisque c'est comme ça qu'elle m'appelait. Alors quand on dit elle m'appelait, c'est Sophie t'appelait comme ça. Sophie m'appelait comme ça, Papou. Dès qu'elle dit Papou, la première chose qu'elle me dit, tu ne retravailleras plus jamais. Là, je me dis de quoi on parle. Et elle me dit, je vais tout expliquer. L'accident, etc. On me donne 2-3 petits. Et c'est exactement ce qui se passe. Immédiatement, voilà ce qui s'est produit pour l'accident, parce que c'était quelque chose qui nous posait. On ne savait pas pourquoi une voiture comme ça, sur une ligne droite, va dans un arbre. Pourquoi elle n'avait pas sa ceinture? Pourquoi elle n'avait pas sa ceinture? Enfin, il y avait beaucoup de questions qui se posaient là. Donc là, elle va nous expliquer. Seulement, je vais être obligé là de faire un petit barrage parce que j'ai fait une promesse vis-à-vis de l'homme qui a été également En cause. en cause. Donc j'ai fait une promesse à Sophie et je vais être obligé de la tenir. Mais on va m'indiquer qu'en fait, il y a eu un quiproquo avec une autre voiture, le virage d'avant avait enlevé sa ceinture parce qu'elle voulait regarder dans son sac si elle n'avait pas oublié un livre. Elle a ramené le sac à l'avant, il y a eu une voiture qui est arrivée, elle était légèrement en prenant le sac, sa voiture avait dévié sur la gauche, l'autre voiture, voyant qu'elle déviait sur la gauche, est partie donc inversement sur la droite, puis ensuite elle a regagné la droite, et il y a eu le petit jeu qui s'est fait, la voiture en fait est partie et elle a cogné dans l'arbre. Là il s'est passé une chose, comme la voiture était en partie dans le vide, cette personne a eu quand même la conscience d'aller regarder si elle était morte ou vivante, et seulement la voiture on ne pouvait pas monter dedans, puisque le museau était dans le vide en bas, et dès qu'on tentait de mettre le pied sur la voiture pour pouvoir agripper, la voiture partait. Donc s'il rentrait dans la voiture, il partait dans le vide. Et je sais aujourd'hui, mais ça je le sais parce qu'on me l'a dit, donc je n'ai pas d'autre vérification, qu'il a constaté qu'elle était décédée. Et ensuite il est parti parce qu'il y avait eu un petit apéritif qui s'était passé, et donc pour ne pas être incriminé de... donc c'était une personne, et puis c'est pas tant le fait qu'il ait bu, même si ça a pu jouer, parce que les circonstances faisaient que de toute façon c'était écrit quelque part. Ce que je veux dire, c'est qu'il est parti parce qu'il avait vu qu'il n'était pas fautif, il l'avait vérifié, il n'y avait rien à faire, et c'était pas la peine qu'il aille en prison ou qu'il ait des ennuis par-dessus la tête, ça servait à rien, c'était inutile. Donc, par contre, on me donnera ce jour-là, pour que je suis un petit peu Saint Thomas, si je veux vérifier, on me dit, et si tu me promets que cela restera, je vais te donner la couleur de la voiture, le numéro d'immatriculation et le lieu où elle se trouve. Tu fais comme tu veux, mais tu ne parleras absolument pas à cette personne. Et personne ne saura que tu as été regardé, enfin cet homme ne saura jamais inquiété, que tu as été regardé cela. Bien. Le marché est traité, cette nuit-là, et ça va durer jusqu'à 7h du matin. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, et il est en train de s'ouvrir à moi Parce que là, il était quelle heure quand elle a commencé, ta femme 11h, je dirais 11h, 11h05. Jusqu'à 7h du matin? Oui, 8h ça dure, la première fois. C'est un peu fou, mais on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a une montagne de... Là c'était une porte qui venait de s'ouvrir sur quelque chose qui... Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que immédiatement j'ai reconnu que les phrases par contre je reconnaissais sa façon sa syntaxe. Voilà, sa syntaxe, ça c'était la sienne, et il y avait là-dedans un espèce d'immense calme. Les phrases étaient posées, étaient sûres, elles étaient pas, c'était paf, ça tombait. Et toute question que je posais, ça répondait à la question, tout en laissant quand même, et aujourd'hui je le sais, à cette époque-là je ne savais pas, un arrêt à un moment pour ne pas empiéter sur le futur qui allait être. C'est-à-dire que on ne pouvait pas, dans mes questions, il y avait des choses qui pour avoir une réponse demandaient à ce qu'on aille dans le futur. Et là, au tout début, je m'étais aperçu que les phrases s'arrêtaient avant qu'on aille dans le futur. Dans les réponses? Dans les réponses, oui.
et qu'en fait, je n'avais pas. En fait, plus tard, je comprendrais qu'il n'était pas bon pour moi de savoir ce qui se passe. Pour ton avenir. Voilà, pour mon avenir. Et ensuite, évidemment, la grande question ce jour-là, c'est parce que je vois ce qui se passe, mais je crois que ça va durer 5 minutes ou 10 minutes. Oui, parce que on se rappelle, enfin en tout cas je me rappelle, le discours que tu t'es fait à toi-même, le pacte, en disant ouais, tu me laisses 15-30 minutes avec elle, en t'adressant à toi, la vie, Dieu, enfin qu'importe le nom qu'on lui donne, sans pour autant que tu y crois spécifiquement, mais en tout cas tu penses pas que cette conversation va durer toute une nuit, et que ça durera... Non, toute une nuit, et ça va durer 16 ans. Et en fait, c'est la question que j'y pose quasiment tout de suite. Je m'accroche immédiatement. Est-ce que moi, c'est même pas est-ce qu'on en parlera dans 1 an ou dans 2 ans. C'est est-ce qu'on pourra recommencer demain. Et c'était déjà, ça y est, j'étais au summum, c'était le Pérou. Et là, on m'explique, mais non, jusqu'à ta mort. Alors évidemment, ça ne correspond pas à ce que je viens de dire. Et on va y venir. Évidemment, je suis l'homme le plus heureux de la planète. À ce moment-là, il y a pas de, je crois pas qu'il existe de plus heureux que moi. C'est là surtout qu'on commence pour bien assurer qui elle est, on commence d'abord à m'expliquer qu'attention, ce genre de choses qu'on fait là, il y a des risques qui sont excessivement importants. Que pour les risques pour qui? Pour des personnes qui, on commence à m'expliquer que dans ces cas, il ne faudra pas s'amuser à l'appeler nous, c'est elle qui appelle. Nous ne sommes pas, on m'explique ici, c'est pas un jeu de communiquer avec le monde l'autre monde, esprits, parce qu'on ne sait jamais, et on pense être avec Napoléon et en fait on est avec Jean-Baptiste, le boucher du coin, décédé dans sa chambre froide, etc. etc. Et peut-être même pas parti encore. Donc on m'explique tout ça, on me met en garde sur énormément de choses. C'est la première chose, on ferme, on cloisonne. On te dresse le cadre. Voilà, on dresse le cadre. Attention, on joue plus. On va m'expliquer là dans un premier temps qu'il va y avoir des rencontres, que nous allons fixer des horaires, toujours liés à ce qu'on pourrait appeler un mélange de fréquences avec d'autres mondes ou d'autres esprits. Donc on fixe le vendredi, tous les vendredis à 9h, puis ça se termine, après je me suis aperçu que ça se terminait vers 11h. Je préparerai des questions, je lui poserai, elle me répondra dans un premier temps, mais je n'écrirai pas les réponses, interdiction, et que nous verrons par la suite. Donc le marché est fait, et puis on va commencer pour sécuriser l'ensemble, à me dire, est-ce que tu te rappelles de petits détails qui étaient infimes de notre vie passée? Ah oui, évidemment. Quand tu dis vie passée, c'est vie tous les deux sur Terre? Non, de la vie passée à elle, quand elle était vivante. Oui, de sur Terre. Donc. Oui, sur Terre. Ouais. Bon, est-ce que tu te souviens de détails quand vous étiez tous les deux sur Terre? On était allés un jour à la plage avec mon fils et elle, on avait un pneu, on avait loué une chambre, j'avais acheté un pneu de 2 chevaux, on l'avait fait gonfler, il était devenu gigantesque, et comme il y a la chambre à air, il y a un petit machin en métal, ça abîme, on jouait comme des fous là-dessus, et on s'était tout abîmé partout avec cette espèce de petits morceaux de métal, donc c'était des petits détails de rien. Il faut quand même connaître certaines choses pour aller piocher dans ces... Donc on m'a sécurisé de ce côté-là pour... Que tu avais confirmation que c'était bien elle. Que c'était elle. Parce que je te dis, je suis quand même assez Saint Thomas. Il y avait les phrases qui m'avaient rassuré. Il y a eu donc l'explication de l'accident, évidemment, qui était... Tout devenait compréhensible. Tu as eu l'occasion de vérifier d'ailleurs ou pas? J'ai vérifié. Oui. Tu as retrouvé la voiture, le plaque d'immatriculation, tout? Oui, j'ai retrouvé. Mais enfin bon, d'accord, okay. Il y avait une promesse, okay. C'est resté là. Il y a encore ce côté Saint Thomas parce que j'ai toujours été, et je le suis encore d'ailleurs, très saint, d'ailleurs ça s'entend quand je parle, quand je vérifie des informations, toujours à droite, à gauche, je fais très très attention. Et donc va se passer toute cette nuit, j'ai plus le contenu exact parce que... Alors, de prime abord,
alors que la vie se déroule sans toi te poser de questions, même si durant ton adolescence, l'idée d'éventuellement d'être prêtre, de te rapprocher de ce que véhicule la religion à travers une certaine forme de spiritualité, c'est comme si durant tout le reste du temps où tu t'es marié, avoir un enfant, toute cette partie-là n'existe plus. Tu ne poses plus de questions par rapport à la vie. Tu continues ton bonhomme de chemin. Tu as l'histoire avec ta main, la NDE, tout ça, c'est là aussi, puisque on a parlé au médecin, le médecin te dit non, mais c'est le cerveau, vous inquiétez pas monsieur, tu ne te poses pas de questions. Tu vois que ta mère se fait avoir par les médiums, les voyants, etc. Tout ça, donc tout ça n'existe pas, tout ça n'a aucune réalité, tu ne te poses donc aucune question. Je ne sais même pas si, au fond sous-jacent, si tu crois à une force, une puissance, de l'homme que tu étais devenu avant que tu rentres en communication avec Sophie. Si pour toi, on va dire le mystérieux, le mystère, l'intangible, la transcendance est une réalité, ou si tu as vraiment tout balayé. Alors, il y a deux choses que je n'ai pas balayées. C'est la question que je me pose depuis toujours, quand je me regarde dans une glace. J'ai Ce que tu disais, qui je suis. Voilà, c'est ce que me renvoie le miroir. La question que je me pose, c'est si c'est ça la vie. Bon, ça peut être amusant, des fois déplaisant, mais à mon avis, la vie a un but. La seule chose que je sais, c'est que je ne l'ai pas découvert. Et qu'en fait, je ne suis pas celui-là qui est dans cette glace. Ça, c'est une évidence. Il y a une chose qui est, par contre, également, chez moi, il y a une puissance. Il existe, appelons-le Dieu, comme on veut, mais il y a une cause et un effet. Je suis un effet et il y a une cause à cela. Et c'est une évidence, mais je n'ai rien trouvé, je n'ai pas tout. J'ai énormément bouquiné. Internet n'existe pas à l'époque, donc j'ai été regarder ce qui se passe dans le bouddhisme, j'ai été regarder ce qui se passe dans un peu toutes les religions, j'ai même été profondément dedans, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Pour moi, c'était une machine. Comment ça marche? Où est-ce que je peux trouver quelque chose pour que la logique existe? Et évidemment, j'avais pas tellement de réponses. J'avais pas trouvé de réponse, donc tu as été resté là. J'ai été resté là. Donc moi, dès le moment où tu communiques avec ta fille, que ta femme se met en transe, que tu vois ça, tu as le cadre qui est posé, tu as toutes les vérifications comme quoi c'est pas un imposteur ou une imposture qui se présente à toi. On t'explique donc la fréquence avec laquelle ça va se poursuivre jusqu'à la fin de ta vie de surcroît. Dès le moment, et c'est ce que je pourrais me dire si je me mettais à la place des auditeurs, il y a ce genre de choses dans le contexte que tu nous racontes qui m'arrive, c'est waouh, putain, mais explique-moi, c'est quoi le principe de la vie? Pourquoi, par exemple, il m'est arrivé toutes la shkumun là qui me suit, etc. À quoi ça sert, la vie, la mort? Pourquoi est-ce qu'on rentre pas plus en communication? Et puis à l'heure actuelle, par exemple, là, il y a le père Brune qui est mort il y a 2 semaines de ça. Le père Brune a été très connu parce que, en tant que prêtre chrétien orthodoxe, il a eu l'occasion de mettre en avant la TGI, donc la communication avec l'autre monde, ou les autres mondes, pourrait-on dire, à travers des magnétophones, etc. Donc il y a des personnes qui essayent de rentrer en communication via ces nouvelles technologies. Apparemment, toi, il n'y a pas besoin, c'est clair, audible, etc. De surcroît, ta fille peut clairement agir en allumant des lumières, ouvrant une porte de placard, prendre, entre guillemets, ou incorporer ta femme. Et ça, c'est peut-être pas anodin, tu vas nous en dire un peu ce qu'il en est. Comment ça se fait que le monde invisible ne se manifeste pas davantage auprès des vivants pour leur dire « Oh, ne craignez rien, tout va bien, on vous explique, etc. » Et chose qui est aussi intéressante, c'est qu'il y a aussi bon nombre de personnes qui disent être des channels, rentrer en communication avec certaines entités, monde invisible, etc.
Et sur Internet, il y a foison. Alors là, et puis tu pourras nous en parler parce que tu as eu l'occasion, toi, de voir. Et il y a de tout à boire, à manger. Il y a des personnes comme Dolores Cannon qui ont fait consacré 40 ans de leur vie sur le sujet, et même encore aujourd'hui, il y a des personnes qui doutent, qui disent qu'elle s'est fait avoir, qu'elle n'avait pas Voilà, alors il y avait beau aussi avoir Alan Kardec, qui a écrit le livre des médiums, le livre des esprits, etc. Bref, même si, puisqu'on parlait du livre des anges, Gita Malaz, même si tous ces livres existent, s'il y a eu tous ces témoignages, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on met beaucoup en doute tout ce qui a trait à la communication avec le monde spirit. Donc quand toi, tu as ta femme qui se fait incorporer par ta fille, forcément, pour ma part en tout cas, toutes les questions sous-jacentes à ce dont je viens de parler, je lui pose, je dis, mais c'est si facile de ça pour vous, pour communiquer avec nous, mais putain, si le monde part en sucette comme il part à l'heure actuelle, on pourrait dire que c'est la peur de l'homme, peur de vivre, donc peur de mourir, peur de disparaître, mais quand il n'y a plus cette peur, on vit pleinement, et dans ce cas-là, on ne serait pas au bord, entre guillemets, pour certains, en tout cas je l'utilise à dessein, au bord du précipice comme on l'est. Donc, limite, on pourrait être en colère contre le monde invisible, en disant, mais qu'est-ce que vous foutez ? Pourquoi est-ce que vous vous montrez pas plus ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épreuves ? Pourquoi il n'y a pas plus de miracles ? Et puis Jésus, les apparitions mariales, tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà. Il y a une réponse qui est excessivement simple. Pourquoi communiquerait-il avec nous alors que avant de venir dans ce corps humain, nous avons spécifié que nous voulions oublier cela et que nous voulions vivre dans la chair l'expérience que nous avions choisie. Donc, c'est divin. Il faut savoir que ce choix doit être respecté, totalement respecté. S'il y a prise de contact, c'est parce qu'on l'a décidé avant la vie, ici. Ça n'a pas été décidé pendant que j'étais là. Elle m'a expliqué un jour que ce qu'elle était venue faire ici-bas pendant 19 ans, c'était une prise de contact. Parce qu'on a besoin de faire une prise de contact terrestre à l'horizontale pour ensuite amener la verticalité. Amener la verticalité. Si elle n'était pas venue ici-bas, j'aurais dit, mais avec qui je discute ? J'aurais pas cru en plus. Non, enfin, tout se passait différemment. Donc il y a eu le petit effort de venir pendant 18 ans là, etc., etc. Et ce qui lui sert à elle, évidemment, puisqu'on ne vient pas non plus pour rien, tout le monde vient pour quelque chose, et pour lui et pour l'autre. Il n'y a pas de grande mission ni de petite mission, tout le monde a sa petite mission, mais je reviens à ce que j'ai dit il y a un instant, on a décidé d'oublier qu'il existe autre chose que ça. Pourquoi ? Pour vivre l'expérience de la dualité. L'expérience, et je vais aller beaucoup plus loin, pour vivre un rêve. Voilà, j'ai décidé de vivre un rêve. Lequel as-tu choisi ? Celui de Jean-Marc, ou celui de Paul, ou celui de Jacques. On a choisi un prénom, pas au hasard. Le prénom signifie beaucoup de choses. Et donc, dans cette grande pièce de théâtre que nous vivons ici-bas, eh bien, je vais être l'acteur, je ne sais pas comment dire, l'acteur Jules. Et il est évident que mon rôle, je vais le jouer. En oubliant que c'est un rôle. Bien sûr, quand on regarde un acteur, il arrive dehors avec son par-dessus, il arrive au théâtre, il rentre dans sa loge, il s'habille en D'Artagnan, je ne sais trop quoi, il monte sur la scène, et là, il le vit. Voilà. Et il a peut-être même le rôle de celui que D'Artagnan va tuer. Mais ça fait rien, je vis le rôle de celui que D'Artagnan a tué, c'est mon rôle. Et alors, ne me le prenez pas, surtout. Alors, le mot « jeu », c'est un jeu. Et t'as quand même à peser. Mais si on commence à employer le mot « rêve », je vais aller du côté scientifique, que nous disent les physiciens quantiques aujourd'hui. Ils nous disent tout est une information qui se transforme en particules quand elle s'affaiblit. Et puis c'est un agglutinement de particules qui fait des atomes, enfin qui fait tout ce qui existe. La matière toute la matière qui est là, mais en fait c'est ni plus ni moins qu'une information qui a ralenti, qui a baissé de vitesse et qui est devenue matière. Quand on sait que l'information part forcément à la base d'une pensée, il ne peut pas y avoir information s'il n'y a pas un émetteur. Qui est l'émetteur ? S'il y a information.
Voilà. Alors, par rapport à ça, quels sont, j'allais dire, parce que les 16 ans que ça dure, quelles sont les questions fondamentales que tu poses auprès de ta fille, à moins que ça soit elle qui décide des thématiques abordées, puisque si déjà elle dit que voilà, on va procéder comme ça le vendredi soir, 9h, etc., ça implique que elle a... Alors vous avez l'un et l'autre décidé de vous rencontrer dans cette vie, physiquement, puis de continuer en ayant ces communications, afin de transmettre quelque chose. Elle, pour toi. À l'époque, je ne le sais pas. Voilà, donc toutes les questions que tu peux avoir vis-à-vis de ce monde invisible, comment ça se passe de l'autre côté, et notamment, qu'est-ce que tu en fais par rapport à ta propre vie? Dans quelle mesure est-ce que ça t'aide et ça te sert? Alors, il va de soi qu'à partir de ce soir-là, ce qu'on pourrait appeler ma déprime ou mon début de dépression part comme une... Bim, ça n'existe plus. J'y reviendrai ensuite parce que certainement que tu me poseras une question, nous n'avons pas parlé, mais la logique voudra que tu me la poses tout à l'heure. Donc on m'a annoncé que je ne retravaillerai plus jamais, déjà. Je l'ai dit, j'avais une maison à payer, j'avais fait construire il y a 4 ans, et qui va payer? On m'a expliqué que nous allons voir, on a le temps, on va en parler de tout ça. Et cette nuit, évidemment, comme tu le dis, il va y avoir une montagne de questions qui vont tomber. Et je m'aperçois aujourd'hui, maintenant avec le recul, que si je n'avais pas des réponses immédiates, c'était 100% logique, hein, parce que je prenais pas le sens des questions. T'allais dans tous les sens. J'allais en fait dans tous les sens. Et je partais surtout avec des idées préconçues. C'est-à-dire, je posais des questions sur quelque chose qui n'existe pas. Exemple? Alors, exemple... si je pose la question, qu'est-ce qu'il est bon de prendre dans la religion chrétienne? Là, je suis en train de poser une question. On va me dire que je te répondrai plus tard. Hein, nous allons en parler. J'en ai une foule de choses comme ça qui sont dans le rêve que nous sommes et qui dépendent du rêve. C'est vrai qu'il apparaît l'idée, mais pourquoi y a-t-il des pauvres? Pourquoi y a-t-il des riches? Pourquoi c'est injuste? Parce que des pourquoi, il y en a. Ça, jusqu'à 7h du matin, ça a été, je ne sais plus tout ce que j'ai dit, mais ça a dû être, je ne me rappelle plus, mais une montagne, mais je m'apercevais que ce jour-là, on me répondait, mais on m'a canalisé, en fait, c'est le cas de le dire, on m'a... Posé. On m'a posé. Ouais. On se calme. Il y a eu de grandes révélations, mais on en parlera un petit peu plus tard, parce qu'elles ne seraient pas logiques. Je ne les avais pas comprises, en fait, je ne m'étais pas perçu de la valeur que ça avait. D'ailleurs, je ne m'apercevais pas à ce moment-là du tout, de la valeur que ça avait. Mon habitude de prendre tout comme un jeu était encore là. Allez, allons-y, tant qu'on y est dans le jeu, on joue, hein, allons-y jusqu'au bout. Et à partir de là, donc, le lendemain matin, alors, juste avant le lendemain matin, parce que moi, le fameux matin, à 7h du mat, il y a une chose qui, tout de suite, je pense à ta femme, qui revient à elle. Là, je me dis, bon, est-ce qu'elle avait conscience de ce qui se passait? Est-ce que tu vas lui expliquer? Parce que si elle a oublié qu'elle était en transe, qu'elle a oublié ce qui venait de se passer... Ce qui est dit, elle ne le sait pas, ça rappelle absolument de rien. Donc, qu'est-ce que tu lui dis? Eh bien... Parce qu'elle se réveille, il est 7h du mat, elle est toujours sur la chaise. Elle n'a pas vu le temps passer, elle peut se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, il fait jour... Edith est une personne très très spéciale. Tous les gens... je te l'ai expliqué, mais ce ne sera pas le but d'aujourd'hui. Elle guérit, elle soigne certaines personnes. Le mot, on appelle ça, elle est guérisseuse. Tout le monde, il y a des tas de gens qui l'appellent Sainte Edith, parce qu'elle ne rentre pas, en fait. Elle laisse à la personne tout le temps le choix de penser ce qu'elle veut. Il n'y a pas avec elle, vous devez ceci, vous devez cela, vous... Quand on dit chez moi les choses sont naturelles, chez elle ça l'est 10 fois plus que chez moi. J'étais heureux là, ce qui s'est passé, je m'en moque. Est-ce que tu étais toi heureux? Par contre là c'est vrai que quand elle émerge, parce que ce qui a été assez extraordinaire, c'est que quand il y a eu des moments où pendant le temps qui a duré, où on sentait qu'il y avait une petite pause, ça sortait légèrement, puis ça repartait. Mais là, quand elle reprend esprit, elle a même la sensation qu'elle a bien dormi. On ne peut pas dire qu'il y a une fatigue
C'est vrai que quand on ne connaît pas la chose, on peut se dire, bah, attends, elle est complètement morte. Hein. Non, parce que on peut dire que son cerveau était comme quand on dort, hein, puisque pendant le sommeil paradoxal, ce qu'elle vivait là, c'est ce que nous vivons tous pendant le sommeil paradoxal. Et personne n'en meurt, hein, il n'y a rien de catastrophique. Seulement, c'était permanent, la différence. La transmission était là. Le matin, évidemment, maintenant que tu me connais un petit peu, je m'extasie hein, et je m'allume très rapidement. Tu te rends compte ce qui vient de se passer, évidemment, on a eu... Mais... Enfin, tu te rends compte, elle qu'on se rend compte de rien. Je veux dire, tu peux très bien lui dire, figure-toi que tu as incorporé notre fille, oui, parce que même si c'était pas la mère, durant 7h30 là. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, s'il te plaît, Jean-Marc, arrête, le matin il est 7h, qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise? Mais c'était pas loin, en fait. Non, elle savait elle avait conscience elle avait la conscience qu'il s'était passé des choses en elle. Ça, elle l'avait. Elle savait je ne sais pas si on pourrait l'affiner au point de dire qu'elle est servie moi je l'appelais le fil de téléphone, qu'elle est servie de fil de téléphone. Il y avait un peu ça, mais elle avait la conscience qu'il venait de se passer quelque chose d'important, ça elle l'avait. Mais elle a un caractère tel que, un peu comme tu l'as dit là, il est 7h du matin, on va peut-être en parler. Hein. Elle n'est pas pressée de savoir les choses. Moi, je suis pressé de savoir les choses. Elle, non. Je ne sais pas comment l'expliquer. D'accord. Mais tous les gens qui la connaissent comme ça. Donc tu lui expliques la situation, elle prend ça J'explique, oui, ça a dû durer une bonne demi-heure. C'est vrai qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle avait envie d'aller se reposer dans son lit et de dormir du sommeil des justes. Et donc, là, le temps a disparu pour moi, parce que je n'ai pas fait le rapprochement que tu viens de faire, en disant on a parlé 8 heures. Pour moi, c'était pas 8 heures, c'était, je sais pas, claquement de doigts. 2 heures, 1h30, 2 heures. J'avais pas vu le temps passer, j'avais rien vu. Puis j'étais tellement assoiffé, là, je me dis, attends, je suis tombé, j'ai un puits, j'ai autant d'eau que je veux, j'ai qu'à enfoncer le seau dedans et allez, je bois. C'était ça, je pense que c'est peut-être un peu la source dont parlait Jésus quand il en parle là, au puits. Oui. J'ai essayé de trouver des rapprochements, c'est tout à fait ça. Et le lendemain, donc, on va aller se coucher, et évidemment, quand je vais me réveiller, je me dis, t'as rêvé. C'est pas possible. Non, là, t'as fait un rêve, j'y crois pas. J'essaye, et c'est là, par contre, là où Edith, qui a toujours la petite parole, qui fait, chut, on se calme, tu vas voir, on va réessayer ce soir. Mais normalement, le rendez-vous avait été donné le vendredi. Oui, ça c'est pour l'avenir. J'ai omis de dire une chose, que la première semaine, c'est à peu près... En fonction d'eux. En fonction d'eux, voilà. Oui, tiens, le mot est exact. Donc, le soir, je la précipite, on mange à toute vitesse, parce que je me suis levé, il était, je sais pas, 3-4 heures de l'après-midi, évidemment, 4-5 heures, j'en sais plus rien. Mais le soir, c'est au mois d'avril, donc les nuits ne sont pas encore... Les jours ne sont pas encore très très longs. Donc le soir, à peine, j'y laisse le temps de manger, vite. Et puis j'attendais qu'il se passe quelque chose, parce que je savais plus trop comment il fallait faire. Et ce qui a été magistral, c'est que on pourrait dire qu'une fois que tout le monde a été à sa place, c'est reparti tout seul. Et ça, par contre, ce soir-là, ça a été beaucoup plus rapide. Parce que, malgré que j'y crois pas, je me suis quand même posé des questions. Il me restait quand même des souvenirs là assez précis de ce qu'on m'avait dit. Ça faisait un espèce de grand panier à salade. J'arrivais pas très bien à voir quelles étaient les salades qu'il y avait dedans, mais il y avait des brèches qui avaient été ouvertes sérieusement, et ça y est, j'avais quand même cette conscience maintenant qu'en fait, oui, à la limite que j'avais raison, qu'on ne disparaît pas, que la disparition n'est qu'un leurre. Enfin, à cette époque-là, je ne savais pas que c'était un leurre, mais qu'en fait, voilà, et je ne savais pas qu'à cette époque-là, eh bien, nous avions décidé d'oublier, tout ça, ça va venir après, dans le temps. Et nous allons avoir à nouveau cette communication le soir, qui est la même, là c'est une répétition, mais beaucoup plus courte, qui répond encore à certaines questions, à la Saint Thomas, je dirais, toujours. Il y avait encore ce côté chez moi,
Oui, mais est-ce qu'il... Alors justement, parce que là, ce qu'on va faire, si tu le veux bien, Jean-Marc, ça va être extrêmement difficile parce que ça dure depuis 16 ans. Donc, comment résumer 16 ans de communication hebdomadaire, voire régulière, parce que maintenant, il n'y a plus besoin de ta femme pour communiquer avec Sophie, au même titre qu'il n'y en avait certainement pas besoin au début, parce que quand tu entendais ta fille te parler, on pourrait se dire, si elle pouvait te parler... C'était beaucoup... Non, ça n'aurait pas été possible. Parce que en télépathie directe, on s'aperçoit que ça peut durer un petit moment, on a des moments où légèrement on se déconnecte un peu, ça passe moins bien, il y a des pensées qui arrivent à remonter, etc., etc. Donc on n'est pas dans la précision. Si ce procédé a été expérimenté par, aujourd'hui on connaît des grandes œuvres qui ont été faites par Gita Malas, tiens, parlons d'elle, eh bien... Oui, il y a même des peintres qui ont été canalisés par des grands peintres décédés, voilà. de l'autre côté. Et voilà. Mais si ce procédé était, c'est parce qu'il est. Il y en a un autre, mais dont j'éviterai de parler, parce que je voudrais pas donner des envies, et ça serait embêtant pour si ça se passait mal. Mais on aura des variantes dans le temps que va nous expliquer Sophie, et qui feront que Edith n'est pas obligée, quoi qu'elle se rappellera jamais, dans tous les cas, ou quasiment de rien. Mais on va varier la chose qui sera pour elle moins pénible que l'état de transe, enfin pénible. Oui, disons qu'elle peut se vaquer à autre chose que voilà. à servir de canal. Voilà. Est-ce que à un moment donné, l'idée d'enregistrer les conversations... Alors là, il n'en est pas question. Déjà, on n'écrit pas. Et évidemment, on n'enregistre pas. Ça. D'accord. Donc, si tu n'écris pas, tu n'enregistres pas, l'objectif, ça serait quoi pour Sophie de s'adresser à toi à travers Edith si il est, entre guillemets, interdit de noter ou d'enregistrer quoi que ce soit? Alors, le but, c'est quoi? Alors, on ne me dit pas que c'est interdit jusqu'au bout, on me dit pour l'instant. D'accord. C'est interdit. Donc, aujourd'hui, avec le recul, maintenant, je vois qu'il y a d'abord, ce qu'il a fallu faire, ça a été de remettre les choses à leur place, hein, comment dirais-je, de repositionner un petit peu comment fonctionne l'ensemble et d'enlever les idées que j'avais, qui étaient préconçues, les idées que je m'étais faites, que l'on rencontre partout, parce qu'à la télé ils ont mis ceci, parce que c'est... Enfin bon. Et donc il fallait... Nettoyer. Oui, c'était un nettoyage complet à faire et une réexplication déjà du pourquoi, comment ça fonctionne. Et à partir, c'est vrai, je pense que c'était, je ne me rappelle plus exactement maintenant, mais ça devait être 1 an et demi, 2 ans, j'ai pu commencer à prendre des repères, c'est-à-dire que j'écrivais à ce moment-là, dans une conversation, j'écrivais 5, 6 phrases, 7 phrases, 8 phrases, qui me permettaient ensuite de reconstituer ce qu'on avait dit, de me rappeler et de pouvoir me dire, tiens, oui, ça rentre dans telle explication et ça dans telle explication. Et ça va durer, alors je ne vais pas faire le déroulé, évidemment, jusqu'au bout. Ça va durer, je vais vivre des expériences pendant ce temps-là, on va me faire expérimenter et on va me faire voir, comme je l'ai fait tout à l'heure, et je t'ai fait voir quelle est la puissance de la pensée, qu'est-ce que la pensée peut créer, comment elle crée, on m'a fait la démonstration. Il y a eu des parfums, il y a des tas de gens qui ont des parfums, ils disent d'où ça vient. Il y a des odeurs, oui. Oui, évidemment, le fait que la porte s'ouvre, comment elle s'ouvre, etc. Enfin, c'est des détails. Bon, après, une fois qu'on a compris, ça paraît pas extraordinaire, mais nous allons peut-être, à la fin de ce que j'aurais dit, je pense que la compréhension de cela deviendra une évidence. Ce qui va se passer, on va me faire expérimenter des choses. Personnellement, c'est un petit peu long à expliquer, mais je vais vivre des choses qui sont sur un autre plan, qui sont assez, je parlerai de Medjugorje, on va me faire vivre une expérience que j'ai vécue à Montségur, parce que j'apprends un jour que j'étais dans une vie précédente, que j'étais un chevalier allemand, et que j'ai rien trouvé de mieux pour les beaux yeux d'une femme que de réunir une petite troupe pour aller aider les Cathares qui étaient prisonniers à ce moment-là à Montségur,
J'apprendrai là-bas sur place par la personne qui est chargée du château, qu'il y a eu effectivement une petite armée allemande qui est venue et qu'ils ont été mis en rondelle dans ce qu'ils appellent aujourd'hui la Combe des Allemands. J'irai sur les lieux et à un moment donné, je verrai mes jambes qui marchent dans les jambes de quelqu'un d'autre, qui était en fait moi-même. C'est l'empreinte de moi dans le temps. Et donc j'ai vécu, on m'a pas à pas amené doucement à vérifier que tout ce qu'on vit est de l'illusion en fait. Okay. Le temps n'existe pas. Et je dirais même que on peut retourner. Alors il est évident que la réincarnation est une obligation. On peut pas. Ça, Et j'apprendrai donc que j'ai 311 vies derrière, sachant que c'est pas le nombre qui compte. Hein. Il y a les bons élèves à l'école qui redoublent jamais, puis il y a comme moi, quelques mauvais élèves qui ont redoublé plusieurs fois. On peut terminer un cycle avec moins de vies, comme d'autres terminent avec. Aujourd'hui, on entend parler de 600, 700 vies. C'est évident, si la personne revient 25 fois pour faire la même prise de conscience, ça va faire 25 vies. Hein. Sachant qu'il y a une chose qui est importante dans ce que tu viens d'exprimer, à savoir le principe de réincarnation, sachant que le passé et le futur n'existent pas, oui. Toutes les possibilités existent simultanément, tout à fait. Donc les vies entre guillemets passées, sans compter celles du futur, sont des vies multidimensionnelles. Tout se passe au même moment. Au même moment, oui. Donc une même. Alors je pense que pour des questions de clarté, tu vas nous expliquer la distinction entre âme et esprit. Ça va être important pour la suite de ce dont on va parler. Donc sachant qu'une âme, entre guillemets, une âme du moi supérieur, peut avoir plusieurs émanations d'elle-même dans différents espaces-temps en même temps. Alors là, c'est l'esprit qui a différentes émanations d'elle-même. L'âme, alors... on va commencer, ouais. Là, l'histoire est très compliquée. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est vrai que c'est excessivement compliqué parce qu'il y a eu des traditions, dont la tradition bouddhiste, qui nous explique avec juste effet d'ailleurs que les chakras, les différents corps, dont le corps éthérique, le corps astral, etc., le corps karmique, je ne vais pas l'appeler comme ça parce que le mot me paraît pas. Aujourd'hui, on a une vision du karma qui est très légèrement erronée. Tout en étant, c'est là le problème, elle est erronée tout en étant pas complètement erronée. Mais en fait, disons que on a besoin pour reprendre conscience, je vais aller au but final et on y reviendra, de qui je suis obligé de passer par une multitude de qui je ne suis pas. Et en fait, toutes les expériences que nous vivons ici-bas sont pour nous amener au but puisqu'on abandonne tout le temps. Même la dernière où on va mourir carrément pour l'abandonner. Je ne suis pas ce que j'ai été dans cette vie. Je vais passer à autre chose. Et nous allons d'expérience de qui je ne suis pas, en qui je ne suis pas, en qui je ne suis pas, pour, une fois qu'on a tout illuminé, il reste qui je suis. Et voilà. Et qui je suis, à ce moment-là, prend contact, le grand, tout prend contact avec lui-même dans la matérialité. Certaines personnes qui ont écrit des livres ont appelé ça la présence, d'autres ont appelé ça la source, d'autres ont appelé ça... Dieu, la lumière. Dieu, voilà, Dieu. La vie avec un grand V. Moi je l'appelle Père, tout simplement. Père parce qu'il vit, je vais faire juste un aparté, il vit au travers de nous qui il est. Donc, inversement, nous vivons qui il est au travers de nous. Et en fait, si on réunit tout et que le temps n'existe pas, eh bien, je suis. Ça, si on va au plus bref et on prend toutes les réalités que tout le monde explique, on réunit le tout et je suis. Donc ça, c'est l'esprit. Pour toi, l'esprit, c'est le Père. Alors, l'esprit est... Je suis en train d'essayer, je dis bien avec beaucoup d'aide à l'heure actuelle, d'écrire un livre sur lequel je mettrai des graphiques, avec l'aide de personnes que je trouverai peut-être dans le futur, mais j'y crois. Je pourrais peut-être les faire en 3D, parce que la 2D est un petit peu juste, il faudrait même de la 5, 6D pour arriver à expliquer certaines choses, comme le vortex que nous sommes nous-mêmes. Là, ça va être très compliqué, mais je pense que nous allons y arriver.
J'en revenais à ceci, donc à l'histoire de l'esprit et de l'âme. Aujourd'hui, ce que je vois sur Internet ou YouTube, je dois dire qu'on m'avait demandé de ne pas accéder à ce genre d'informations pendant les fameuses 16 premières années. Quand on m'a dit, je vais faire une parenthèse, quand on m'a dit que je serais toute ma vie en contact avec elle, au bout de 16 ans, on m'a dit, stop, on arrête aujourd'hui, tu peux avancer tout seul, avec ce que tu sais, tu es assez grand. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle reprendrait plus tard, mais sous une autre forme. Elle reprendrait quoi? Contact? Voilà, le contact a repris différemment au moment de l'éveil. Voilà, nous en parlerons plus tard. Donc on parle d'éveil, donc c'est une parenthèse, mais on y reviendra encore après. Voilà, mais on ne peut pas parler de tout ça en même temps. Si nous reprenons dans les grands écrits connus, la Bible, il n'y a pas que la Bible, il y a le Bhagavad Gita, etc., on nous parle d'esprit. On nous parle d'esprit et on nous parle d'âme. Alors on dit il y a une âme en peine, et c'est bizarrement on nous dit il y a un esprit joyeux. C'est dans la conscience collective. En fait, la science aujourd'hui est en train de se rapprocher du mystique. La science, la physique quantique a découvert, comme d'ailleurs notre monsieur qui n'était pas encore dans la physique quantique, qui s'appelait Einstein, mais qui avait découvert que l'infiniment grand aboutissait à l'infiniment petit, et l'infiniment petit à l'infiniment grand. En fait, ce n'est tous les univers, la totalité de tout ce qui existe, nous-mêmes également, nous sommes une pulsion qui passe du plus grand au plus petit, du plus grand au plus petit, sur un éventail qui nous paraît être du temps, qui se plie et qui se déplie, qui se plie et qui se déplie, avec des formes différentes sur cet éventail qui apparaissent en permanence. C'est une image que je voulais donner. Quand on parle de l'âme, on va dire que l'âme est l'éventail, avec tout ce que contient l'éventail. On va même dire la force qui va ouvrir l'éventail, fermer l'éventail, ouvrir l'éventail, fermer l'éventail. Par contre, l'éventail et l'âme, c'est l'éventail et la force qui fait se mouvoir l'éventail. Oui, mais ça c'est l'âme qui est en plusieurs parties. Cet éventail va se mouvoir également pour ce qui est du corps avec des énergies qui sont issues du sol, mais pour la partie corporelle, qui sont des poireaux, des carottes, etc., etc. Pour l'éventail, l'image que reflète l'éventail, on va supposer que cette image se trouve déjà, toutes les images sont déjà dans l'éventail. Et l'âme va les ouvrir, inspecter ce qui s'y passe dessus, le décrypter, le savourer, etc., etc., va refermer l'éventail et elle va réouvrir l'éventail, mais l'image qui est dessus, c'est l'esprit, c'est l'idée. L'idée est l'image qui se trouve sur l'éventail. Je te suis pas. Alors, une autre métaphore? Alors, une autre métaphore. La boule à facettes? Alors, oui, la boule à facettes. Par contre, celle-ci, pour l'expliquer, je ne sais pas s'il y a une caméra qui peut regarder ce que je suis en train de faire. Non, mais par contre, tu le feras au propre. Oui. Et j'aurai l'occasion de le mettre en dessin, en illustration. Alors, je vais maintenant donner quand même quelques explications pour essayer de schématiser au plus réduit, parce que certains scientifiques, qui a raison d'ailleurs, expliquent ce qu'est l'univers. C'est joli, mais si on prend la doctrine qu'ont les mêmes scientifiques, ça n'existe pas. C'est l'illusion. On est d'accord. Donc, alors, on étudie quelque chose qui n'existe pas. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Le temps est une illusion, le temps n'est qu'une distance, la distance n'existe pas. Si elle n'existe pas, c'est que c'est l'infiniment petit. Parce que pour trouver la non-distance, c'est l'infiniment petit. Pour nous, de là où on regarde, c'est sûr que... Voilà. Et je vais même aller plus loin, je vais passer à l'effondrement d'une naine blanche qu'on appelle, qui va aller à l'inverse du petit et qui va déboucher sur un vortex qui va l'amener à l'infiniment grand. Voilà. Eh bien, on va dire que l'âme est la partie qui est issue de l'information. Donc on pourrait rapprocher des particules qui ont elles-mêmes une mémoire. On sait que la particule a une mémoire. Et que nous allons nous servir de ce moyen de locomotion pour animer un corps, le maintenir en vie, c'est-à-dire le faire vibrer, puisque le corps, la mort, enfin vous l'avez dit, oui, la mort
n'est que une partie de l'âme qui lâche le corps arrête de vibrer et il s'écroule, il est mort. C'est-à-dire que la personne, en fait, on croit qu'on est dans notre corps, mais en fait on n'y est pas. Ça aussi c'est une illusion. L'âme est donc le véhicule. Je dis souvent, quand on conduit une voiture, si je dis qu'est-ce qui fait fonctionner une voiture, alors il y en a un qui va me dire c'est le moteur, l'autre va me dire c'est les roues, l'autre qui va me dire c'est l'allumage, la batterie, enfin tout ce qu'on veut, l'essence. Ah, ça y est, j'ai trouvé, s'il n'y a pas d'essence, ça ne marche pas. Très bien. Non, c'est le pilote. Et on va aller plus loin. C'est la pensée du pilote. Et oui, en fait, la voiture, elle marche pas. Eh bien, on va dire que tout cet ensemble, le pilote, sa pensée quand il est éveillé, je parle quand il conduit la voiture. Une pensée dirigée vers. Voilà. Le véhicule, c'est diverses parties de l'âme qui nous permettent de faire toutes les expériences que nous voulons. On va imaginer que la voiture peut faire des tas de choses. C'est une voiture très spéciale, elle peut faire des tas de choses. Mais seulement, le but qu'a le pilote quand il se dirige quelque part avec sa voiture, il a un but. Il ne conduit pas bêtement. Mais là, le but, il est en rêve, si on réfléchit bien au fond de la question. Le but, c'est un espoir. Oui, oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. C'est l'espoir de me rendre là. Oui, tout à fait. C'est d'aller en haut de la montagne. Et là, par contre, qui c'est qui l'a? C'est la vision du pilote. Et la vision du pilote, là, c'est l'esprit. Donc, attends, comment tu fais la distinction entre la vision du pilote et la pensée? Alors, parce que tu disais au début d'une pensée. Oui. Alors, nous avons ce qu'on appelle, il y a plusieurs pensées. Nous avons ce qu'on appelle la pensée diurne, la pensée de jour, qui est la pensée consciente. Nous appelons ça conscient. Nous allons voir un psy, un hypnothérapeute, il va nous basculer, il va nous dire je vous bascule dans l'inconscient. Ce qui veut dire que, alors si on bascule, parce que l'inconscient va m'amener des informations que mon conscient n'avait pas. Ça veut dire que mon conscient il est déconnecté. C'est une logique. C'est clair. Sinon, donc en fait... L'inconscient est plus conscient que le conscient. Complètement. Sachant que... Alors, et pourtant, la personne se dit le matin, je me réveille. Ça y est, maintenant, je suis là, je suis à vous. Non. Non, là, en fait, il faut prendre la chose à l'inverse, je rentre dans le rêve. Excusez-moi, bonjour tous, rêvons ensemble. On a un rêve commun qui se passe dans un instant, et non dans le temps, mais comme nos yeux ne voient que 28 images secondes, que les sons fonctionnent au ralenti, etc., eh bien, nous faisons comme la projection d'un film sur un écran. La lumière projette 28 images, ça va à la vitesse que l'on veut sur l'écran, mais si le film, on le fait passer d'un coup, en un instant, on déroule 2 heures de bobine de film, et on projette la lumière, la totalité est passée, nos yeux n'ont rien vu, et pourtant, tout le film, toute l'histoire du film s'est déroulée en un instant. Voilà. Eh bien, nous fonctionnons un peu. L'image du film nous permet, les frères Lumière avaient une très bonne idée, nous permet de voir à quelle vitesse nous voyons. En fait, nous voyons au ralenti, et c'est ce ralenti qui explique le temps. Puisqu'on déforme, c'est une déformation. On déploie le temps. D'accord, donc c'est vraiment une question de fréquence, c'est comme la gamme chromatique qu'on peut, ou comme les sons, il y a certains sons qu'on entend et d'autres qu'on n'entend pas, ou certaines formes que l'on voit, comme les chauves-souris ou les dauphins peuvent se déplacer grâce à leur sonar, etc. Donc c'est une gamme de fréquences sur laquelle nous sommes branchés, comme la radio, TOC, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas autre chose que la gamme de fréquences dans laquelle on s'est branché. Il y a tout un panel absolument divers et variés, etc. On pourrait dire que je suis sur 80 MHz, eh bien c'est ma dimension, là, terrestre, 81 MHz, c'est une autre dimension, 80, et pourtant les ondes ne se mélangent pas, elles n'ont rien à voir, l'auditeur qui écoute sur 80, il ne va rien entendre de ce qui se passe sur 81, etc., etc., etc. Donc le réveil, quand on se lève le matin, admettons qu'on est sur 81, tu disais, donc quand on s'endort, on est sur 80, admettons, et donc... Alors, il va se passer un phénomène là aussi d'illusion qui est assez extraordinaire, c'est un tour de magie. La personne va s'endormir et elle va basculer, alors là scientifiquement nous le savons, elle va basculer dans ce qu'on appelle le sommeil léger, puis le sommeil profond, et ensuite elle va basculer dans le paradoxal. Les scientifiques ont filmé
des personnes qui sont dans le sommeil paradoxal et la personne ne bouge plus, c'est fini. Il n'y a rien qui bouge. Simplement pour une chose, c'est qu'une partie de l'âme, celle qui informe en permanence, qui nous envoie ce qu'on appelle les intuitions et qui connaît notre chemin de vie, qui va informer notre cerveau au fur et à mesure que nous avançons, tout en lui laissant le libre arbitre au cerveau et à l'ego. Ça, c'est notre libre arbitre, de faire comme il l'entend. Il a une destinée, mais s'il veut, comme je l'expliquais, sur son chemin, passer à côté du rocher, mettre une planche pour passer le petit cratère qu'il y a, c'est son choix. Il n'expérimentera pas ce qui était sur son chemin, il recommencera une autre fois. C'est pas un problème. On a toute l'éternité. Hein. Il n'y a aucun souci là. Mais ce que j'avais fait, je viens de d'égarer ce que je disais. Donc tu mentionnais sur cette notion de libre arbitre. Ah oui, le libre arbitre. Donc juste avant ça, donc sur la notion de l'âme et que quand on est en sommeil paradoxal. D'accord. Alors, notre livre, je vais donc terminer cette histoire de libre arbitre. Le libre arbitre, il y a une guerre entre la destinée et le libre arbitre qui existe depuis pas mal de temps. En fait, les deux sont bons. Et c'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Le libre arbitre, si nous avons considéré que notre corps, notre âme poursuit tout le cycle terrestre, mais passe sans arrêt d'un corps à un corps, d'un corps à un corps, d'un corps à un corps, le libre arbitre, c'est l'âme qui l'a. C'est elle qui grandit. C'est pas l'individu dans son ego. L'ego, il faut le détruire. Enfin, le détruire, il en faut un peu. Mais disons que c'est lui qui nous conserve dans l'illusion. Si on veut choisir l'illusion, nous avons le droit. Hein. Personne ne nous empêche de vivre 1500 vies dans l'illusion. Des personnes vous disent, oui, mais j'ai entendu parler de personnes, ils avaient 2000 vies. Ben oui, 2000, allez-y, illusionnez, rêvez. C'est une de nos possibilités divines de pouvoir rêver, justement, c'est grand. Pour celui qui aime rêver, qu'il est riche, surtout quand il a beaucoup de sous, c'est vachement bien de rêver comme ça. Et quoique il a aussi des peines, mais enfin bon, c'est pas les mêmes. Parce que lui, il a peur que la bourse s'effondre. Et donc j'en revenais, les personnes, la majorité des personnes aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, ont peur de disparaître, ont peur de la mort. Et il faut savoir, scientifiquement, on nous a dit qu'il faut 4 sommeils paradoxaux par nuit pour être dans un état d'éveil, enfin, pour être bien dans sa peau. Que se passe-t-il pendant le sommeil paradoxal? Eh bien, cette partie de l'âme qui envoie les messages au cerveau en permanence tout au long de la journée, que, je redis bien, que le cerveau et l'ego va pouvoir prendre ou ne pas prendre, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils le prennent. Ouais. C'est ça. La dessinée, elle y est. Après, dessus, est-ce que je préfère y mettre, revenir une autre fois, aller plus vite, etc. Donc, ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal, nous quittons, comme quand nous décédons, de la même manière. Nous passons de ce petit vortex, nous débouchons sur notre dimension, qui est ni plus ni moins que celle que voit celui qui fait une NDE. Et la lumière qui est là-bas, c'est celle que nous rejoignons, en fait, toutes les nuits. C'est là où se trouve la chose. La NDE paraît quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, pendant le sommeil paradoxal, 4 fois par nuit, plaf, nous faisons une NDE. Où est l'extraordinaire dans la NDE? Il n'y en a plus. Enfin, il n'y a pas, ça n'existe pas l'extraordinaire. Il n'existe que l'ignorance, c'est tout. Donc, que faisons-nous? Notre âme va aller puiser ce qu'on appelle de la force, de l'énergie dans l'astral, et c'est cette énergie, quand on dort bien, qu'on a un sommeil régulier, qu'on n'est pas drogué, etc., On appelle le réparateur. On a un sommeil, voilà, qui va faire que cette énergie qu'on a puisée, qui est une énergie de rapidité, qui est de la fluidité de pensée intelligente, pas la pensée de l'ego, c'est pas tout à fait la même. Eh bien, va nous permettre, dans la journée, d'avoir des actions, de dire « Ah oui, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de ça, j'ai eu une journée, j'avais des idées de tout azimut. » Personne ne cherche à comprendre d'où vient l'idée. C'est ça l'esprit. L'esprit nous envoie, Dieu nous envoie en permanence des idées. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Ah ouais, c'est pour ça qu'on trouve sur la planète 2 personnes en même temps qui ont l'idée du téléphone, 3, etc., etc. On nous envoie en permanence. Il s'agit de les capter. Ces idées, on les capte à 95% des cas pendant la nuit, pendant le sommeil paradoxal, la nuit. Voilà. Alors tu parlais de l'esprit qui nous envoie des idées, donc des intuitions, et en même temps... Les intuitions, c'est autre chose.
L'idée est quelque chose de créer. L'idée est quelque chose qui fait partie du plan créateur. L'idée, il apparaît au fil du temps, au fur et à mesure que la Terre avance. En conscience. Voilà, quand l'âme, alors là c'est très bien, quand l'âme est au bon niveau de conscience, c'est elle qui détient la conscience. L'esprit, ça s'appelle un pur esprit, c'est de l'intelligence en boule. C'est l'esprit. Oui, c'est de l'intelligence. L'esprit divers, on pourrait dire que c'est une pépite d'or, enfin une pépite de diamant qui contient l'intelligence de. Et on rejoint le tout du tout dans ce pépite qui est infiniment petite et qui est pourtant le tout du tout. Eh bien, il y a l'intelligence. Et l'intelligence n'est pas de la conscience. On peut être conscient de tas de choses, c'est pas pour ça qu'on est intelligent. L'intelligence, c'est elle qui pendant cet instant de création, a envoyé toute cette masse d'idées qui vont être ensuite, avec le temps, déployées jusqu'à la fin des temps. Donc l'intelligence pour toi, c'est la source première. Oui, c'est la lumière qui n'a plus de vitesse. C'est là où l'homme se perd. C'est quand il dit la lumière, c'est 360 000 km/s. Ça, c'est l'erreur. La lumière divine, elle est partout en même temps. Nous sommes lumière. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la vitesse du film, avec laquelle vitesse on le déploie. Voilà. C'est ce que tu disais. Donc en fait, et tu me fais penser à ce que disait l'alchimiste Patrick Buren-Stanas, sur ce fil de lumière, il n'y en a qu'un, et qui va à une telle vitesse dans tous les sens, partout, qu'il donne la construction d'une image avec plusieurs formes, mais c'est le même fil qui a une vitesse tellement énorme qu'on a le sentiment qu'il y en a plusieurs. Voilà. Et c'est un petit peu le schéma qu'on verra tout à l'heure avec la petite boule, où j'ai mis une boule ronde dans une autre boule qui est inversée. Et en fait, ceci est un instant, et la boule centrale envoie, on pourrait dire, en permanence sur l'autre partie à facettes, de l'idée qui est toute créée, la totalité des idées, mais c'est là où se trouve la fameuse, la magie de l'histoire, c'est que tout en étant créé, eh bien, ça va percuter, toutes ces idées vont percuter d'autres facettes qui vont renvoyer au même instant d'autres idées qui vont faire qu'il y a une évolution permanente. Alors, qu'est-ce que la conscience et l'âme dans tout ça par rapport à l'idée? Là, si on a vu l'idée... L'âme, alors la totalité de tout ce qui existe est toujours un dans l'autre. C'est-à-dire on passe de quelque chose, on crée autre chose, on rentre à l'intérieur. Et ça existe, tout ce qu'on crée, on ne crée pas vers l'extérieur, on crée toujours vers l'intérieur. Alors on me dit, mais à un moment on aboutit, il n'y a rien, c'est tout petit. Mais quand on revient à l'idée que l'infiniment petit revient à l'infiniment grand, c'est-à-dire on passe par le petit, on crée, boum, on vient de faire une création d'un univers, par exemple, etc., etc. Mais en passant toujours comme la naine blanche par le moins zéro, par le vortex. Donc grosso modo, tu es en train de nous dire que le Big Bang, tel qu'on le décrit, est issu de cet infiniment grand qui s'est effondré sur lui-même pour exploser et jaillir sur un... D'une étoile, là, quand une naine blanche s'écroule, eh bien, il y a elle-même qui va envoyer, qui va dans le vortex, qui va, comme le Big Bang, qui va envoyer une chaleur énorme, mais on sait que dans le trou noir va absorber tous les gaz, il va absorber d'autres étoiles, il va se nourrir sans arrêt, et à ce moment-là, on comprend pourquoi l'univers est en extension, puisque nous sommes l'univers d'un univers, et non un univers. Mais cet univers va devenir parallèle, puisqu'il se trouve quoi à l'intérieur de l'autre. Oui, c'est vraiment une vision holographique ou d'une fractale, c'est vraiment dans cette vision-là. C'est-à-dire avoir un dessin avec un détail, et plus j'avance dans le détail, plus en fait j'ai exactement la même forme du dessin initial. Oui, et tout en étant, et là c'est là où la grandeur, c'est que il va y avoir, tout en étant la même chose, eh bien ça sera différent. Parce que toute chose qui s'effectue a à la base une idée, et cette idée est un esprit. Et quand on dit un Dieu crée un univers, eh bien c'est un esprit
qui a l'idée d'un univers, de la façon dont il va être géré, de la façon dont il le voit, et il va expérimenter. Un jour, chacun de nous expérimentera, c'est peut-être un peu lointain, mais cette possibilité d'expérimenter une partie grandiose du tout, de devenir petit Dieu, on pourrait dire. Reproduire toujours qui est le Père, je suis qui, on repart toujours dans la même optique, qui suis-je? Alors oui, mais là je crois que je suis divin, oui mais je suis dans un corps humain, hein. Ah d'accord, mais maintenant je vais expérimenter le divin dans une dimension plus grande, je suis une planète, ah ouais. Je suis une galaxie, ah ça c'est une autre expérimentation qui vaut la peine, je suis un univers, ah oui là je suis un petit Dieu pas mal, et jusqu'au moment, mais comme c'est une création permanente et que c'est en même temps, tout le temps, Dieu lui-même au travers de nous, donc c'est Dieu qui s'expérimente lui-même, et nous qui croyons que nous sommes des hommes et qui sommes des dieux qui participons par le biais de nos bras là, l'autre sur un autre univers différemment, etc., à cette cohésion de l'ensemble qui fait que cet ensemble vit. C'est une pulsion de vie qui vit et qui crée. Et c'est là que c'est compliqué parce que c'est en même temps. Tout dans l'instant présent. Je reviens. Est-ce que j'ai pu Donc pas facile d'aborder tous ces concepts. Je reviens sur, pour toi, qu'est-ce que la conscience et qu'est-ce que l'âme? Alors là, ce que j'expliquais là était l'univers. On va dire que c'est. Alors on va le prendre sur un univers. Alors on va dire que nous avons l'âme d'un univers qui contient l'information de cet univers par le biais de toutes les particules et de toutes les créations qu'on fait de ces particules dans l'univers. L'information vient de la pensée? L'information à l'origine vient de l'esprit d'une personne qui a évolué très 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 haut dans la conscience de qui je suis et qui est arrivé à un terme où il s'est dit le je suis qui est en moi est suffisamment puissant pour créer un univers. Déjà, il est en train de monter vers la grandeur que nous sommes, qui a en fait à tout créé. Mais on va y aller par stade, par l'homme, par des paliers, parce qu'on ne le croit pas. Parce qu'aujourd'hui, j'explique je suis, mais même au fond de moi, il reste forcément, je l'ai expérimenté, mais il reste un doute, infime. Mais ce doute me permettra à ce moment-là, quand je l'aurai supprimé totalement, de passer à encore beaucoup plus grand. Et j'expérimenterai autre chose en tant que créateur. Je participe en tant que créateur divin, en même temps, je suis les deux. Quand j'ai vécu, et nous y reviendrons pour donner un exemple, je suis obligé de venir là, l'éveil, eh bien, on est en même temps, je vivais cette pulsion qui paraît, j'étais tout, et puis, j'étais petit, je passais de cette conscience de petit, je suis tout. Et là, c'est une paix. Comme quand on est tout, on n'a besoin de rien, il manque rien. Quand on a tout, bah oui. On ne peut pas expliquer qu'il puisse manquer quelque chose au bonheur. Il y a toutes les petites particules que nous appelons des malheurs qui ont totalement disparu. Il n'y a rien. C'est du bonheur à l'état pur. Et le bonheur à l'état pur, j'ai pu aujourd'hui me dire, mais c'est la paix, déjà une, et c'est la non-pensée. Parce qu'à partir du moment où nous n'avons plus, où il y a zéro souci, il n'y a plus de raison d'avoir une pensée. Ça sert à quoi la pensée s'il n'y a plus de soucis? C'est pas pour. Eh bien, à la base, c'est cela. Mais comme il y a en même temps cette envie de se connaître soi-même, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter le plaisir d'être le bonheur, la liberté, enfin toutes les. On n'a pas des mots trop petits ici. La joie, l'harmonie. Eh bien, je vais m'extraire par l'idée que j'ai eue en morceaux par-ci par-là, qui sont des morceaux sans des morceaux, mais je vais me créer un corps comme nos cellules qui vivent, et je l'expliquais, dans un corps et qui en fait sont tout indépendantes. Et pourtant, c'est elles qui font le corps. Eh bien, on est un petit peu comme ce corps. La Bible disait, et Dieu créa l'homme à son image. Eh bien, je trouve qu'avec cette comparaison des cellules qui sont de l'ordre de 60 000 milliards dans un corps humain, eh bien, je disais, on imagine que toutes ces cellules prennent 2 petites jambes et 2 petits bras et qu'elles s'en aillent toutes, eh bien, je vais être néanmoins là, et j'aurai plus de cellules, elles seront parties, et pourtant ma conscience, elle sera, elle ne sera pas partie avec les cellules.
Alors qu'est-ce que c'est alors dans ta vision que tu es en train de nous décrire? La conscience, c'est quoi? Alors, le mot conscience a été bien choisi. Alors pour expliquer un mot bien choisi, par un autre mot, ça va être compliqué. Parce que tous les maîtres, entre guillemets, quand je dis les maîtres, avec le qualificatif d'éveillé ou de certaines traditions comme l'hindouisme, le bouddhisme, par exemple Swami Prajnanpat qui disait « tout est conscience », au même titre que Krishnamurti, « tout est conscience ». Donc, qu'est-ce que tu entends par là, toi, quand tu dis la conscience? C'est vrai, qu'a dit Bouddha, je vais en rajouter un là-dedans, quand on y a dit « parle-nous de Dieu », il a dit « là, je ne peux pas parler de Dieu ». Parce que nous n'avons pas les mots. Ce qu'on essaye d'approcher, c'est avec les phrases, les mots que nous avons ici-bas, on va essayer, pour nous le mot bonheur c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il doit exister des mots qui... C'est-à-dire, il est extraordinaire ce mot par rapport à la conscience que nous avons. La conscience, c'est ce qu'on appelle l'élévation. La conscience est un chemin. Un principe ? Non, la conscience, quand nous imaginons un chemin, c'est le chemin de la vie. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce chemin, nous prenons conscience, premièrement, de ce que nous sommes capables de faire sur ce chemin. C'est-à-dire qu'au tout début du chemin, on ne sait pas que le rocher, on peut l'attraper et puis le jeter en l'air. Une fois qu'on l'a fait, on dit, premier coup, on rate parce qu'on a peur, deuxième coup, puis un jour, on se dit, mais je suis suffisamment puissant, là, je le jette. Ça y est, maintenant, j'ai conscience. La conscience est une acquisition. L'homme a décidé d'oublier qui il est, il acquit de la conscience, il va devenir plus grand, et jusqu'au jour où il arrive au stade de la racine qui est l'esprit. Mais en lui, pendant tout le chemin, eh bien, il a cet esprit qui est la connaissance totale, je dis bien, là on n'est plus en conscience, c'est les deux, c'est la connaissance plus la conscience de tout qui est à l'intérieur de nous-mêmes, puisque le temps n'existe pas et que c'est les qu'un, on revient à ce mouvement, et là, à l'intérieur de chacun, la totalité de toutes les connaissances, de tout ce que sont les créations, ou la création, eh bien, nous l'apportons. Et nous allons nous diriger tout doucement, par la conscience, et surtout par le retrait de la non-conscience, ce qui est un petit peu différent, vers tout doucement, vers la force, parce que là c'est autre chose, vers la force que nous sommes. Ouais, de qui je suis. À travers l'apparition de ce que je ne suis pas. Voilà. Ok. Et donc l'âme, excuse-moi, c'est ça. Donc l'âme et la conscience, pour toi, c'est pareil? L'âme, c'est de la conscience mélangée. Alors dans notre il faut le prendre à différents niveaux. Dans ce qu'on appelle le corps éthérique, le corps est mélangé avec l'âme. Bon, là, c'est grossier. Le corps, ça vibre pas vite. Un corps, c'est mou. Hein. Après, il y a des parties d'âme qui vibrent à des degrés différents. Et dans l'univers, l'âme va vibrer même avec ce qu'on appelle les particules qui vont envoyer, par descente dans l'âme, qui vont envoyer des informations à tous les niveaux. Et en fait, en prenant l'univers, l'univers est une âme dans lequel se trouvent des âmes de galaxies, des âmes de planètes, des âmes de soleil, des âmes de planètes, etc., et des âmes humaines, et etc. À travers n'importe quelle forme, en fait. Mais au départ, il n'existe que 4 formes. Il existe un proton, un neutron, un électron et un photon. Voilà, on fait le tour. Tout le reste n'est que des formations dues à ces 4 éléments. Que notre pensée, en tant que co-créateur, crée en permanence. Tout seul, nous n'arrivons pas à créer quelque chose. Si je dis je veux créer un verre, il y a un homme sur la planète, il paraît qu'il est en Inde et qui le fait. Bon, il a la pensée très concentrée. Je vais avoir du mal, évidemment. Parce que pour moi, je n'y crois pas. Le fait que je ne le crée pas, c'est pas parce que je peux pas. C'est parce que je n'ai pas la foi, ce qu'on appelle, il y a un homme qui le disait il y a 2000 ans, vous n'avez pas la foi, vous pourriez jeter des montagnes à la mer, mais vous n'y croyez pas. C'est ce qu'il disait. Moi je vous dis, vous pouvez créer un verre, mais moi-même, j'y crois pas. Si j'y croyais, eh bien, le divin qui est en moi, cette particule qui s'appelle l'esprit, et non plus la conscience, créerait immédiatement un verre. Parce qu'elle a la puissance de créer dans l'instant, en même temps. Encore faudrait-il lui laisser la place et prendre conscience qu'il est là.
Il est toujours là, hein, mais bien sûr. Eh bien, en prendre conscience, ça permettrait peut-être de matérialiser n'importe quelle chose. Parce qu'il y a par exemple en Inde, il y a Sai Baba, il crée des formes comme ça, et puis il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Au même titre que certains sadhus ne mangent pas depuis des dizaines d'années, au même titre qu'en France c'est le cas déjà. Tu me faisais part hors antenne de cet homme, je crois que c'était un Indien aussi, qui s'était fait injecter de l'arsenic contrôlé, scientifique, etc. Hein, alors qu'il aurait dû mourir. Tout ça pour prouver la force de l'esprit et non de la conscience. De l'esprit. Là, c'est l'esprit. Il y avait une vue qui était faite dans les Mille et une nuits, dans les contes, où on voyait un diamant brillant au milieu, entouré de tas de voiles, des voiles. Eh bien, nos expériences ne sont tout simplement là de nos vies. Nos expériences ensuite dans les univers. Beaucoup de personnes pensent qu'on va quitter la Terre et boum, on va à la source où on perd. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'expérimenter toutes les capacités que l'on a en chemin vers la source. Toujours création de plus en plus grandes qui sont à notre disposition. Et pourquoi n'en profiterions-nous pas puisque notre but est de briller vis-à-vis de nous-mêmes et c'est découvrir qui est cette parcelle et jusqu'où peut aller cette parcelle divine que nous avons en nous. Et en fait, elle peut aller... Elle est tout. Elle est tout. Donc comment lui céder de la place à cette parcelle-là? Mais alors voilà. Parce que si elle est capable, cette partie de l'esprit, toi tu la nommes le père. Hein. Non, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Parce que c'est le père, ça implique la création, quoi. Voilà. Bon, on pourrait dire le père-mère, hein. Aussi. Mais alors la mère, on y reviendra peut-être. On va parler à un moment donné de ce qui se passe sur la planète Terre et de l'esprit, de l'âme de Marie. Oui, on peut dire l'esprit, l'âme aussi, la matière, le corps de Marie qui est la Terre. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Laurent ou même toi, Jean-Marc, n'ait pas la capacité de faire disparaître ce verre, par exemple? La foi. Y croire, c'est tout. Les vies ne servent qu'à expérimenter des états. Je vais expérimenter pauvre, riche, tueur. Ok, juste, excuse-moi, je t'arrête. Tu dis la foi. Je te dis, admettons. Tout à l'heure, tu as abordé, quand Sophie est venue te parler à travers Edith, que les différents thèmes, sujets, etc., que tu as été amené durant 16 ans à travailler, à retravailler, à tel point qu'au début, c'était vraiment cette notion, réfléchis un peu à ce que je viens de te dire, etc. Prends pas de notes, n'enregistre rien et réfléchis à la chose, on y reviendra après. Bon, des bouquins sur la pensée positive, la visualisation, etc. C'est vrai, ça existe. Oui. Donc, et on peut pas dire que ça soit faux, sauf que tu y mets toi un bémol. Donc, c'est quoi la différence entre cette pensée positive, le fait de croire? Là, il y a par exemple un film qui est sorti avec Jean Dujardin, qui s'appelle I Feel Good. Et c'est l'histoire d'un loser qui est persuadé qu'il va réussir à devenir riche. En créant une entreprise, en ayant l'idée que personne n'a, etc. Enfin bon, il s'illusionne, c'est le cas de le dire. Donc, et pourtant, il a foi en lui. Oui, mais alors attention. Alors, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est quoi le juste milieu? C'est quoi y a pas. Alors, la pensée positive, on parle de quelle pensée quand on parle de ça? On parle de la pensée, parce que notre corps est envahi de peur. Ce qui nous maintient coincés, les expériences que nous faisons à chaque fois, c'est pour enlever une peur à la limite, elle est dans les deux sens, de qui je suis, parce que pour des personnes, quand on dit tu es Dieu, ah non, non, mais ça va pas bien, vous êtes malade, c'est impossible, totalement impossible. Ah d'accord. Et l'autre, vous dites tu es rien. Ah non, je suis quelque chose. Pourquoi une personne qui est complètement impotente, on lui dit regarde, si tu veux, tu as un riche là, beau, marié avec les plus belles femmes de la planète, qui a, j'en sais rien, moi, tout ce que tu rêves, là, enfin, tous tes rêves, eh bien, on te propose sa place. Ah, il va dire, oui, mais tu vas laisser qui tu es là et tu vas prendre qui il est lui.
Ah non. Qui prendrait la place de quelqu'un d'autre en disant je me sépare de qui je suis? Personne. Voilà la grande question. Quand nous pensons ici-bas, quand les gens nous disent je suis pour, c'est bien de... Ça s'appelle chercher. Donc toutes les solutions font partie de la règle du jeu. On va chercher un temps ça, on va penser que ceci est bon, et un jour, obligatoirement, on va s'apercevoir que c'est faux. Puisqu'en fait, il n'y a rien. C'est un rêve. Cette expérience va me servir à dire dans un temps, je me suis trompé. C'est tout. Donc la personne qui la vit en ce moment, elle n'a pas tort. Elle vit l'expérience qui va lui permettre de dire plus tard, en conscience, c'est ça, c'est l'acquisition de cette conscience. Eh ben non, j'avais tort. Aujourd'hui, une personne passe par divers stades et chaque fois elle abandonne, elle dit oh, non, je croyais que, mais en fait non, c'est pas la bonne solution. Et on illumine. En fait, ce qu'on fait, on illumine. On est pur comme... On apprend comme un enfant qui va tomber avant de savoir marcher, et tomber avant de savoir courir, et puis tomber avant de savoir sauter par-dessus un obstacle, et de jouer au foot, etc. Donc normal de faire des erreurs, mais ce que je veux dire... C'est pas des erreurs, c'est bien. Mais des erreurs, une erreur n'est pas connotée négativement. Une erreur, c'est juste que tu te... Une faute, oui. Non, justement, c'est pas une faute. Oui. Tu vois, une faute, c'est une connotation de jugement. Une erreur... Tu te plantes. Ok, donc qu'est-ce qui n'allait pas dans ce que j'ai fait pour faire en sorte que ça marche? Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas expérimenté. D'accord. Donc, tu es en train de nous dire que dans l'idée, par exemple, du millionnaire ou du milliardaire, là, d'être à sa place, mais bon, il n'est pas possible de l'être. Donc, non, pas d'être lui. À sa place, où j'accepte, mais quitter mon je suis pour dire moi maintenant c'est fini, je pense plus en tant que moi. Je vais me mettre à penser avec les idées qu'il a lui dans sa tête. Personne ne veut. Ah non. Ça c'est clair. Mais alors, on en revient à ce que je voulais dire au début, c'est que notre but pour découvrir qui nous sommes, eh bien, il faut briller. En fait, il est là le mot. Que faisons-nous tous? 100%, moi peut-être en ce moment-là, certainement même. Eh bien, j'essaye de briller inconsciemment, ou pour moi c'est un petit peu conscient, mais pour certains, il faut bien y réfléchir. Je suis en train de briller qui je suis. Parce que j'ai besoin que le monde entier, j'exagère un petit peu volontairement là, mais j'ai besoin de savoir que j'existe. En fait, j'existe. J'existe. Et je vais faire des tas d'actes. Je vais choisir, par exemple, dans une vie, de vivre une atrocité quelconque, parce que cette atrocité va me permettre, dans un deuxième temps, de passer à la télévision pour que je puisse me plaindre, je puisse me briller, dire regardez ce qu'on m'a fait, et en disant voilà ce qu'on m'a fait, je vais devenir grand. Puisque tout d'un coup, tout autour, plein de je suis vont me regarder moi, et vont dire waouh, tu te rends compte, là, il brille lui, il brille. Oui, mais enfin, tout ce qui brille n'est pas d'or, et briller n'est pas rayonner. Mais c'est le divin que nous avons, parce que nous avons tous cette conscience, je suis, et comme on l'a oublié, eh bien, on va essayer sans arrêt, par tout ce qu'on fait, de retrouver ce fameux, cette parcelle qui est en fait, qui est toute joie, qui n'a besoin de rien, qui se suffit à elle-même, qui n'a aucun besoin, zéro. C'est pas qu'elle. Et pour s'apercevoir qu'elle n'a aucun besoin, il faut qu'elle passe par tous les besoins et qu'elle se dise ah ben non, c'est un petit peu ce qu'a fait Bouddha. Bouddha, il a. Je parle de lui comme je pourrais parler de Jésus aussi, n'importe lequel, mais bon, Bouddha, je parle de lui parce que c'est pratique, il a fait des trucs complètement aberrants, des histoires de fous, sur une jambe, enfin, je veux. Oui, non, mais d'ailleurs, il a été tel point dans l'ascétisme que c'est lorsqu'il a eu l'occasion de voir un père expliquer à son enfant comment jouer d'un instrument et que s'il tendait trop la corde, celle-ci cassait. Et voilà, et s'il ne l'attendait pas assez, la corde n'était pas suffisamment tendue pour émettre une note. Et donc il y avait un juste milieu. Et c'est à partir de là que Bouddha a compris que son ascétisme pour arriver à l'éveil n'était pas juste, et qu'il s'est remis par la suite à manger. Aujourd'hui, je ne reproche rien à qui que ce soit. La liberté, d'ailleurs tout le monde a choisi sa vie, donc je laisse vivre, c'est pas à moi de juger. Hein. Mais aujourd'hui, les choses, nous sommes dans une espèce de brouillard planétaire qui s'est épaissi. Nous sommes tous connectés à de la pensée
ce qu'on appelle la pensée. Il y en a qui appellent ça l'ombre et la lumière. Il y en a d'autres des égrégores, tu veux dire? Des égrégores, on va dire. Oui, j'aime bien le mot égrégore. C'est celui-là que je préfère parce que l'égrégore, moi, c'est de la pensée. Voilà, c'est une masse de pensée et aujourd'hui, cette masse de pensée pense dans une direction qui est je cherche. Et il y en a une autre juste à côté qui est dans une autre direction, je trouve. Mais il va falloir que je trouve l'emporte sur je cherche. Aujourd'hui, nous on est parti dans une recherche effrénée. Une recherche du spirituel, une recherche qui passe par des milliers de chemins. Seulement un jour, il faut se dire, il faudra que après certains événements planétaires, on va dire en fait j'ai trouvé. C'est ça le but. Mais l'ennui, c'est qu'il faut passer par la souffrance pour ensuite savoir que le bonheur existe. On ne peut pas connaître pour prendre conscience. Pour prendre conscience. Alors, oui. Quand Sophie donc te transmet toutes ces informations, qu'est-ce que tu constates au fil des mois, des années qui passent? Où se trouvent tes résistances vis-à-vis de ce qu'elle te dit? Avec le recul, quels ont été les plus grands obstacles où tu t'as dit non, c'est pas non. Et de revenir dessus, qu'est-ce qui a été difficile de lâcher pour toi au regard de ce qu'elle te disait? Alors, je n'ai rien lâché parce que, je répète, l'explication était d'une précision telle, ça cloue. On ne peut pas penser autrement, c'est une logique foudroyante, on ne peut pas. Et par contre, j'ai eu quelque chose qui m'a porté souci, c'est que je me suis trouvé égoïste dans cette affaire. Mon ego m'a quelque part tripoté là. Et j'ai dit, mais est-ce qu'il ne serait pas bon que toutes ces choses qui allègent la vie, qui font qu'on la voit différemment, qu'en fait on comprend qu'on est dans une certaine illusion. Au début c'était pour moi une certaine, aujourd'hui total, ça y est. Mais à l'époque c'est une certaine illusion, parce qu'il y avait évidemment quelques bricoles que je croyais avoir lâchées, mais qui existaient encore. Et donc j'ai commencé à essayer d'en parler à droite à gauche. C'était en 1993, 94, 95, 96. Il s'est passé depuis un bond gigantesque. Je m'aperçois qu'on me regardait avec des yeux comme ça. Déjà, comment vous? Les gens me disaient, mais attendez, mais jamais personne n'est revenu pour nous expliquer ce qui se passe, etc., etc. Les gens, je leur dis, mais attendez, je vais vous expliquer comment ça se passe quand on décède, qu'est-ce qui se passe 2 minutes avant, 2 minutes après, et ensuite les montées dans les dimensions ou les paliers où les gens ont donné des tas de noms, mais je suis d'accord pour tous. Enfin, bon, c'est une élévation. Et en fait, je me suis retrouvé seul. Bizarrement, plus j'avançais, plus j'étais seul. Parce que moi, j'étais compris. Au tout début, les toutes premières informations que j'avais, elles arrivaient à passer. Ah oui, vous avez eu un contact. Bon, ça, parce que le médium du coin l'avait expliqué. Donc tout ça, vous avez entendu des voix. Ah oui, mais ça, c'est des milliers. Pas de problème. Peut-être vous devriez prendre des cachets. On me disait également, oui, c'est peut-être la douleur qui fait que, vous comprenez, la douleur fait faire des tas de choses. Vous savez, on a perdu un enfant, ça doit être dur pour vous. Non, je ne parle pas de ça. Je vous parle de la vie. Et en fait, ce que je disais, c'est que au bout de 16 ans, enfin 13 plus 3, je dis toujours, puisque les 3 dernières années, elle basculait sur des plans qui ne sont plus des dimensions de notre planète. Et donc, les contacts étaient différents et plus espacés. Et c'était on pourrait dire que c'était dans une autre aventure dans l'aventure. Mais comment dirais-je, les 13 ans qui ont été du pur enseignement m'ont amené à je ne sais pas si j'ai pas perdu le fil un petit peu, m'ont amené à une conclusion aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, je n'avais que du savoir. Voilà. C'était du savoir sans conscience. Pourquoi ça? Pas tout. Il y avait des choses qui me parlaient, vraiment. Bon, ça j'ai appris, c'est parce que j'avais vécu certaines choses dans cette vie, dans d'autres vies, qui faisaient que j'en avais la conscience. Et dans d'autres vies, je l'avais vécu, mais j'avais plus la conscience aussi. Donc je le laissais dans l'inconscience. Et je me suis aperçu que j'avais accumulé une masse de savoir. Et aujourd'hui, je dis, ce savoir ne servait à quasiment rien. Dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, parce que je répétais une litanie
C'est comme un mantra que l'on répète, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais c'est pas grave, on le répète, on sait faire quelque chose. Et je ne savourais pas, disons, le savoir. Pour savourer le savoir, il faut en avoir la conscience. Sinon, c'est de la répétition. Ou c'est se faire briller. Un des deux. Je me faisais briller. Parce que je me disais, ah oui, mais lui, il ne sait pas, là. Attends, moi, je vais expliquer comment ça se passe, hein, ce genre de choses. Et le jour, et on y viendra peut-être un peu plus tard, le jour où il y a cet éveil, et je me rapproche encore d'un homme, pour pas qu'il y ait de confusion, qui s'appelle Eckhart Tolle, je vais en prendre un Eckhart autre. Tolle, le pouvoir du moment présent, aux éditions Ariane, bien évidemment. Voilà. Je vais prendre un autre qui était très très simple dans son style. On en a fait, mais Bouddha était quelqu'un d'excessivement simple, plus simple que lui, je crois qu'il n'y avait pas. Et son discours de Bénarès à la fin encore l'indique. Il est très très modeste en fait dans ce discours. Mais le mot Bouddha signifie éveillé. C'était quoi? C'était, il avait vécu l'éveil. Et ce qu'il avait vécu était tout simplement un exemple porteur d'espoir. Regardez, eh bien, je vais vous donner quelques indications. Je ne vous dis pas comment on peut le faire. Ensuite, c'est des maîtres, c'est ceux qui sont fait appeler maîtres à droite à gauche, qui ont arrangé un petit peu la sauce. Lui, il a été l'éveil. Quand on y a posé certaines questions, il a dit non, là, c'est en vous. Tout se passe en nous. S'éveiller, alors maintenant je vais faire une petite marche arrière, s'éveiller par le savoir, ce qu'a fait Sophie, ça s'appelle l'enseignement. Et l'ennui aujourd'hui, c'est qu'il y en a plusieurs. Les religions nous ont fait basculer dans des enseignements qui ont perdu un petit peu, qui ont fait disparaître la foi. Quand on perd la foi, on perd tout. Les hommes, on leur a dit qu'ils allaient en enfer. Quand on décède, croire qu'on va en enfer pose un problème. Hein. À ce moment-là, au moment du décès, et dans les quelques minutes qui vont suivre, ça va poser un problème. Ça va noircir un petit peu, on va dire, l'égrégore de la Terre et l'égrégore astral même. Ce que je voulais expliquer par ce genre de choses, c'est que toutes ces personnes qui cherchent avec beaucoup de mérite, hein, et j'en ai même trouvé qui m'ont dit, mais je veux rester. Je leur ai dit, mais trouve, qu'est-ce qu'il y a trouvé? J'ai expliqué ce que j'avais trouvé. Bon, je leur ai dit, c'est une expérience, attention, avant d'y retourner définitivement, d'abord, quand j'y retournerai définitivement, je choisirai encore de repartir. Et avant d'y retourner définitivement, je vais passer par des stades où je vais être encore plus grand que je le suis aujourd'hui. Ceci n'est qu'une vision d'espoir. Et une vision qui va faire que, aujourd'hui, j'accepte à 100% ma vie, parce que on peut y découvrir dedans la beauté de l'ensemble, avec la connaissance, le savoir. C'est ce savoir aujourd'hui qui m'a permis de me repérer dans ma conscience pour poser cette conscience sur la planète Terre et savourer cette planète Terre. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Alors, on a été, là, vous allez remarquer, par rapport à la première partie, on a été pas mal dans les concepts. On va revenir à un troisième en essayant de faire la passerelle entre justement des passages de vie de Jean-Marc et des différents concepts sous-jacents à ça, donc de faire le pont entre terre et ciel, pourrait-on dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième partie est le ciel, la première, la terre. Donc c'est voilà, on va dire là une troisième qui sera la synthèse entre le ciel et la terre. Je trouve ça très très beau. Cela étant dit, ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est de nous rejoindre tout de suite dans la troisième. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, laisser un commentaire. Si vous appréciez cette émission, là aussi de la partager, de nous soutenir financièrement, 1 € par mois. C'est très simple. Vous avez juste sous la vidéo la description Tipeee. Et vous cliquez, vous pouvez participer. Voilà, bah écoute Jean-Marc, à tout de suite dans la troisième. À tout de suite.